comme on fait dans les clips télé, donc pour savoir ce qui s'est passé avant. Hein, mais en fait, c'est vraiment la suite en réalité. En gros, on s'est aperçu dès la première séance qu'il y avait un lien entre la philosophie qu'on pouvait avoir. Alors, quand je dis on peut avoir, pas individuellement nécessairement, mais collectivement, la philosophie qu'on a et le système politique qui correspond. Et donc, évidemment, la question qui était restée en suspens, c'est s'il y a une démocratie, alors il doit y avoir une philosophie qui va avec la démocratie. Et quand je dis philosophie qui va avec la démocratie, je pense à la philosophie au sens large, complet, pas l'idée que la démocratie aurait des principes, etc., ce qui est relativement banal. Mais bien, je parle bien de la philosophie au sens où l'entendons-nous. Hein. Et donc, pourquoi on peut se poser cette question, ne serait-ce qu'en raison du lien qu'il y a entre la vérité, la démocratie, et donc ça c'est ce qu'on a vu dans la première séance. Hein. La démocratie a affaire avec la vérité, puisque les délibérations qui sont prises collectivement le sont toujours au nom d'une vérité, c'est-à-dire que les délibérations tranchent des débats qui éliminent un certain nombre de vérités potentielles qui ont surgi pendant le débat et qui sont ensuite refermées, éliminées au profit de quelque chose qui n'est plus potentiel après la délibération, mais qui devient la vérité du jour. Pour prendre un exemple simple pour être compris, si vous votez, si vous délibérez au sujet de la guerre, le résultat de la délibération fera que si vous déclarez la guerre, alors la vérité du jour sera que ceux que vous voulez combattre seront vos ennemis, ce sera devenu une vérité, et si vous votez la paix, alors ils ne seront pas vos ennemis et peut-être vos amis. C'est en ce sens-là qu'on entend vérité. Bien sûr, ceux qui ont lu 1984 peuvent penser aussi à comment le système, en l'occurrence autoritaire, s'organise autour de peuples qui deviennent successivement des amis, des ennemis, et qui sont justement les vérités nouvelles du jour. Mais dans une démocratie, a priori, c'est-à-dire pas en France, parce qu'en France, c'est le président tout seul qui décide à qui on fait la guerre. On est un des rares pays qui avons ce luxe, puisque c'est au bout de 3 mois simplement que l'Assemblée nationale a le droit de dire qu'est-ce qu'elle en pense. C'est-à-dire 3 mois après un engagement de troupes armées, on imagine l'Assemblée nationale dire on s'est gouré, les gars, on arrête tout, on repartait à la maison. On est un des rares pays dans lesquels c'est un individu tout seul qui a ce pouvoir de déclarer la guerre. C'est notre constitution dite démocratique qui autorise ça. Peu importe, imaginons que nous soyons dans une démocratie normale, qui est donc une forme de délibération quand même avec plus qu'une personne. Alors, vous voyez, effectivement, on voit comment on passe dans le cheminement démocratique de vérité potentielle à une vérité donc délibérative qui n'élimine pas nécessairement la possibilité de revenir en arrière, mais qui à un moment donné fait que c'est désormais la vérité à partir de laquelle nous allons penser nos actions. D'accord ? Donc la démocratie, de fait, a affaire avec la vérité. Je pourrais, comme ça, multiplier les exemples. Si vous pensez que les chômeurs sont tous des feignants, vous ne débouchez pas sur le même type de réforme de la sécurité sociale que si vous pensez que les chômeurs sont victimes de l'avidité des capitalistes, etc., etc. Donc vous voyez, à chaque fois que vous cherchez, vous voyez bien que vous faites face à des vérités de nature multiple qui sont fondatrices de la décision que vous prenez, et en même temps la décision devenant une vérité fabrique elle-même une société dans laquelle ce que vous avez décidé devient encore plus vrai parce qu'on le voit de plus en plus. Bien. Donc, on a un lien entre démocratie et vérité, ce qui, immanquablement, vu ce que la philosophie fait, on voit le lien qu'il y a donc entre démocratie, vérité et philosophie. Et le lien avec sciences sociales, c'est que les sciences sociales également ont pour vocation d'énoncer des vérités sur le monde social. Et donc on voit comment on peut passer à de vérités, qu'elles soient d'experts ou d'universitaires ou de ce qu'on veut, comment on peut passer de vérités en sciences sociales à la démocratie, à la délibération. Et donc on voit bien qu'à travers la question de la vérité, on peut passer de la démocratie à la philosophie, aux sciences sociales. Et donc c'est ce que nous allons essayer d'articuler aujourd'hui, d'essayer de comprendre comment philosophie et sciences sociales s'articulent pour toujours avoir un point de vue sur notre objet qui est la démocratie. Alors le point de départ de ce thème, c'était un étonnement, c'est un faux étonnement parce que j'ai quelques idées sur le sujet, mais peu importe, en tout cas on peut essayer de voir si on le partage. Ça fait des dizaines d'années que l'enseignement des sciences économiques et sociales est attaqué par différents gouvernements, quels qu'ils soient d'ailleurs, Parti socialiste, droite, il y a un enseignement spécifique au lycée, en particulier en seconde, donc, de sciences économiques et sociales, qui fait l'objet de toutes les attentions critiques des différents gouvernements. Ça a donné lieu à des rapports, commissions, vous avez une commission Rocard, comme ça, avec des heures et des heures de débat pour s'inquiéter du caractère idéologique
de l'enseignement des sciences économiques et sociales. Et là, de nouveau, c'est reparti, sans surprise, c'est reparti aussi avec une attaque en règle contre ce programme. Alors, ceux qui défendent ce programme, ils voient bien sûr une sorte de complot du MEDEF, etc., ce en quoi ils ont raison, parce que là on a la preuve, puisque le MEDEF a toujours protesté publiquement contre cet enseignement, dénonçant spécifiquement les enseignants de sciences économiques et sociales qui tenteraient de bourrer le crâne de leurs élèves en les forçant à s'abonner à alternatives économiques. Enfin, vous avez comme ça des séries de polémiques infinies sur cet enseignement. C'est récurrent. Vous avez une grande phase autour du milieu des années 90, quand il commence à se dire qu'ils se transforment de CNPF à MEDEF, vous savez, quand les salariés sont devenus des collaborateurs de leur patron. Et donc, les patrons sont devenus des employeurs et des entrepreneurs. C'est le même mouvement sémantique, truc, et en même temps, ils sont organisés de combat idéologiquement. Toute la deuxième moitié des années 90 au début des années 2000, ils ont idéologiquement essayé de combattre. Et donc, évidemment, vous avez une phase comme ça d'attaque sur les sciences sociales et sur cet enseignement. Et donc, on a un premier constat qui est que cet enseignement est à minima problématique et donne lieu régulièrement, de manière récurrente, à des accusations d'idéologie, etc. Voilà. Et mon étonnement vient du fait que l'enseignement de philosophie en terminale ne donne pas lieu au même type d'interrogation. Pourquoi on peut s'étonner de cette différence? C'est qu'a priori, la philosophie, c'est la critique, la remise en cause des évidences, bref, toute une série de choses qui, a priori, semblent aller contre l'ordre établi. Et donc l'étonnement est de se demander pourquoi les sciences sociales font l'objet de tant d'attention critique, alors que la philosophie, qui semble, au moins en partie, partager les mêmes attendus, les mêmes finalités, l'esprit critique, la remise en cause des évidences, questionnement sur l'ordre établi, etc., ne donne pas lieu aux mêmes contestations. Je ne connais pas de rapport du MEDEF dénonçant l'enseignement de philosophie en classe terminale, etc. Voilà. D'où ma question. Je me suis dit, mais alors, est-ce que paradoxalement, la philosophie, en France en tout cas, et telle qu'elle est enseignée, etc., est-ce qu'elle n'est pas, contre toute attente, une des garantes de l'ordre établi, c'est-à-dire que l'idée est de se demander si, sous couvert d'enseigner l'esprit critique, etc., est-ce que la philosophie n'est pas au contraire un moyen de lutte contre toutes les formes de critique portées par les sciences sociales? Parce que maintenant je l'articule avec les sciences sociales. Si les sciences sociales font l'objet d'attention contestataire, pourquoi la philosophie ne le fait pas? Peut-être parce que précisément la critique que porte la philosophie, et telle qu'elle est mise en avant en classe terminale, n'est peut-être pas si dangereuse pour l'ordre établi. Quelle qu'il soit, je dis l'ordre établi pour éviter les confusions avec capitalisme, etc., peu importe. C'est bien la question d'un ordre tel qu'il est et d'une réflexion critique sur le monde social qui est le nôtre, que ce soit celui-là ou celui post-révolutionnaire après la victoire des Gilets jaunes. On s'en fout, on verra bien. Donc dans tous les cas, la question de la critique restera posée. Enfin, devrait en tout cas être posée tout le temps. D'accord? Tout le monde comprend la problématique, comment elle s'articule, d'un côté une critique. Donc voilà. Donc notre réflexion du jour va porter sur la philosophie et se demander qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans la philosophie qui n'est pas contestataire, voire même qui est une forme de confirmation sublimée de l'ordre établi, le nôtre, c'est-à-dire, pour faire très très vite, le néolibéralisme, pour être plus clair encore dans ce que je veux essayer de vous montrer. D'accord? Bon, alors, pour essayer de voir ça, d'abord on va peut-être essayer de réfléchir au lien, de manière générale, qu'il peut y avoir entre sciences sociales et philosophie, au-delà de la question de la vérité, pour essayer de rentrer un peu plus dans le détail. Et on va se restreindre, ici je vais parler de sciences sociales, mais je vais me restreindre à la sociologie, entendu comme la science du social. Voilà. Donc on va commencer par là, par se demander qu'est-ce qui, a priori, peut expliquer un lien entre ces deux manières de regarder des réalités humaines et sociales. Alors là, je passe la parole. Est-ce que vous avez des idées? Est-ce qu'il y a des liens ou est-ce que ce sont deux disciplines totalement différentes, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre et qui, finalement, il n'y aurait pas lieu de se poser la question? Vous comprenez pourquoi on se pose la question? Parce que si on dit il y a la philosophie d'un côté et la sociologie de l'autre, il n'y a plus de lien, il n'y a plus de raison de s'intéresser aux liens éventuels qu'il peut y avoir, l'une jouant le rôle de substitut de l'autre, et donc de garant. Donc si l'une fait garant et l'autre fait problème, pour que le problème soit véritablement constitué, il faut se demander si les deux disciplines sont articulées ou non. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. C'est juste un problème relatif aux sciences sociales, mais plus à la philosophie en tant que telle. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre la philosophie et les sciences sociales, selon vous? Allez, au boulot. Moi, j'ai travaillé en général. Ce sont des sciences humaines, déjà, l'une et l'autre. Alors, vous qualifieriez la sociologie, la philosophie, pardon, de sciences humaines? Oui. Oui. Alors, continuez. Enfin, vous.
Mais est-ce que la sociologie et les sciences sociales recherchent La sociologie peut-être en essayant de bâtir dans certains immeubles qui soient habités ou construits ensemble, vivre ensemble, jardin ensemble, voilà. Les études sociologiques, elles-mêmes, des projets comme ça. hein? Je vois du coup une étude en fait de la matière sociale et essayer d'amener des critiques et d'amener des projections en fait dans le devenir où il faut justement arrêter d'aller vers. Enfin, je trouve que j'ai l'impression qu'il y a ces concepts-là dans ces deux. Donc, a priori, pour vous, philosophie et au fond sciences sociales partageraient un même geste initial, même sous des formes différentes, qui serait un geste critique d'interrogation sur ce qui est et sur la légitimité de ce qui est. C'est ça, hein? D'autres. Oui. La science sociale est quand même un aspect plus rationnel de science, on va dire que la philosophie est un aspect plus moral. Il n'y aura pas la science sociale. Parce que ce ne sera pas une science. Alors effectivement, la question de la raison, mais la raison scientifique, parce qu'on ne peut pas comme ça, ou alors enfin développer, comment on peut écarter la rationalité de la philosophie, puisque la philosophie c'est aussi de la rationalité. Quelle différence vous faites du coup entre les deux? Je comprends ce que vous voulez dire. Je ne sais pas. Il faut lui donner un coup de main. Après, la philosophie n'est pas que la rationalité, il y a aussi la côté déontologique sur la morale. On va plus se poser sur une réflexion plus subjective. Et là, on place quelque chose qui est une vision au collectif, mais si le collectif n'a pas cette vision du collectif, plus individualiste, à ce moment-là, on n'a plus le social. Donc les deux vont être plus à une mission de conceptualisation des choses. Vous voyez, ça devient problématique, parce que si la philosophie est rattachée à une forme de subjectivisme, on se demande bien pourquoi on l'enseigne. Parce que si on l'enseigne, c'est qu'a priori c'est partageable. S'il s'agit juste de montrer un Gugus qui pense devant les élèves et dont la seule justification est « je pense », pourquoi lui? Pourquoi lui il pense et pas les autres? Donc si les autres pensent, après tout, chacun son tour, on partage, on est 30, on divise 50 minutes par 30, et puis chacun pense pendant 1 minute 30, et puis on a réglé le cours de philo. Donc si ça ne se passe pas comme ça, c'est parce que d'une certaine manière, on considère qu'il y a quelque chose qui tient à la philosophie, enfin la pensée philosophique, qui n'est pas uniquement l'expression d'une subjectivité. Si la subjectivité au sens strict, c'est-à-dire le sujet qui est en train de penser, donc le prof ou la prof de philo. Voilà. Vous voyez, donc a priori, ça veut dire qu'il y a une forme de savoir. Le truchement scolaire nous permet d'envisager l'idée qu'il y a bien un savoir philosophique, qui n'est peut-être pas un savoir scientifique, mais qui en tout cas est un savoir, c'est-à-dire qu'il est partageable par tout le monde. Je vous rappelle que c'est le pari initial des républicains, pour les hommes d'abord, parce que pour les femmes c'est venu un peu plus tard, même beaucoup plus tard, mais au départ ils pensaient pour les hommes, ils disaient, bon, la science c'est un truc démocratique, puisque la science, le savoir produit, est indifférent à celui ou celle qui le produit. Donc, puisqu'il n'y a pas de lien entre le savant et ses découvertes, la découverte peut être apprise, comprise par tout le monde. C'est le geste premier de la science associée à la République, à la Troisième République. C'est pour ça qu'on dit qu'on peut donc l'enseigner, puisqu'on fait le pari de l'égale rationalité des individus. Donc la seule question, c'est la formation des esprits, mais a priori, il n'y a pas de limite initiale. Sinon, il n'y a pas de pari de citoyenneté, il n'y a pas de pari démocratique. Le pari démocratique repose sur l'idée que nous sommes a priori tous égaux en raison. Pas simplement en droit, parce que sinon on se demanderait pourquoi on est suffisamment fou pour filer des bulletins de vote à des imbéciles qui ont la même valeur que les gens plus intelligents. Bon, quand on entend certains discours présidentiels, on se dit qu'ils y arrivent. C'est-à-dire que progressivement ça monte et qu'ils commencent à se dire qu'ils ont un peu déconné et qu'ils ont sans doute donné trop de bulletins de vote et qu'il va être temps de remettre un peu d'ordre dans tout ça. Mais a priori, le pari démocratique, c'est celui-là. Et donc à chaque fois, c'est un pari d'égalité en raison. Sinon, l'opération de vote n'a pas de sens. En fait, oui. La philosophie, c'est un débat d'idées, a priori plus ou moins abstraites, qui peuvent être débattues. Et les sciences sociales les met en, comment dire, en pratique, si on peut dire. C'est pour expliquer pourquoi ce qui reste abstrait et théorique n'est pas attaqué, alors que lorsqu'on va l'appliquer à quelque chose de beaucoup plus concret au niveau du vécu de la personne, ça pourrait déclencher des réactions et des polémiques. C'est une façon de voir les... Ça pourrait être la différence entre la philosophie qui produit du concept et la sociologie qui, en se servant aussi de concept, va chercher dans l'empirie
on commence à voir les thèmes autour desquels la réflexion peut s'organiser. Hein. Donc on voit bien que la question de la science fait problème. Est-ce que la philosophie est une science? C'est-à-dire, est-ce que le savoir que produit éventuellement la philosophie, est-ce que c'est équivalent en valeur à un savoir produit par les sciences sociales, hein, donc un savoir sociologique? C'est une première manière. Donc là, vous avez dit, bon, il y a une forme de répartition éventuellement des rôles, avec une fabrication de concepts, donc de choses plus abstraites, et une sorte de vérification, vous avez dit par l'empirisme, c'est-à-dire par le terrain, par l'expérience, etc., qui permettrait d'organiser à la fois un dialogue, mais aussi une forme de division du travail. Hein, c'est-à-dire à l'abstraction, le conceptuel, à la philosophie, et dans ces cas-là, au passage, si on retient ce que vous venez de dire, la dimension critique de la philosophie disparaît, puisque, au fond, la fabrication de concepts n'est pas nécessairement critique en tant que telle, puisqu'elle peut relever du simple ordre de la pensée, de la logique, etc. Hein, donc, on comprend comment ça peut s'articuler. Donc, vous voyez que ça met en question la scientificité, hein, de cette philosophie dont on ne sait plus très bien si elle est une science, c'est-à-dire de sa légitimité à être enseignée. Je reviens sur l'idée que j'ai développée tout à l'heure. Les savoirs qui sont enseignés à l'école, leur légitimité, c'est d'être des sciences, c'est-à-dire d'être indifférents aux individus qui les enseignent. Et on voit bien que la philosophie a un statut particulier, précisément parce que la question de sa scientificité éventuelle ne va pas de soi. Et que comme elle n'est pas considérée comme une science a priori, alors, sans surprise, le statut du professeur ou de la professeure de philosophie change. Je laisse de côté tous vos souvenirs ébahis de votre professeur de philosophie qui vous a ouvert l'esprit, etc. Bon. Donc, oui. Je vois déjà presque les yeux humides. Voilà. Bien. Donc, nous ferons une minute de silence tout à l'heure pour tous ces professeurs de philosophie qui vous ont ouvert l'esprit. Donc, en France, effectivement, c'est un peu le modèle que vous avez développé, la philosophie c'est le sommet d'une forme de pyramide, hein, c'est pour ça que ce n'est qu'en terminale, c'est quand vraiment les esprits sont définitivement formés que la philosophie vient se poser sur ces esprits, c'est-à-dire achever au fond la formation, hein, c'est pour ça qu'elle n'intervient qu'en terminale. C'est d'ailleurs souvent quand vous demandez à des professeurs de philosophie, je ne sais pas s'il y en a ici, mais moi je l'ai fait plusieurs fois, je leur dis mais pourquoi vous ne demandez pas à commencer en seconde, en première? Ils disent non, les esprits ne sont pas encore préparés, etc. Alors moi je me dis, j'étais prof d'histoire géo, je dis moi j'étais un pauvre con parce que je leur faisais des cours d'histoire géo depuis la 6e, ils étaient suffisamment intelligents pour comprendre l'histoire géo, mais pas la philo. Bon, vous voyez, c'est quand on essaye de réfléchir, l'argument en tout cas mériterait d'être discuté plus avant, hein, on ne voit pas très bien quelle est, mais enfin voilà, on a l'impression, vous voyez, c'est la sublimation, hein, c'est le truc vraiment, c'est la récompense. Hein, pour celui qui a suivi tout, Husserl, hop, récompense, philosophie en terminale. Donc on voit quand même hein, que la place même de cet enseignement lui donne un sens et une vocation particulière qui est une forme de contribution finale, terminale, c'est pour jouer sur la classe, un terminal sur le sens de tout ce qu'on a fait. Sauf qu'il y a quand même beaucoup de changements puisqu'on parle d'ateliers philosophiques en Internet maintenant. Oui. Et on envisage la philosophie peut-être d'une autre façon. Oui. Mais je n'ai pas dit que ça ne changeait pas, mais pour l'instant, ce n'est pas dans les programmes. C'est-à-dire, pour l'instant, voilà, vu les recrutements qu'ils font, je veux dire, je vois mal comment ils pourraient de toute façon faire d'un enseignement de philosophie, même en première, puisque, enfin, comme partout, le recrutement étant à ce point-là devenu éthique, sans H, avec le T, donc il y en a tellement peu que je ne vois pas comment ça peut être mis. Donc on fait des ateliers, etc., dont il y aurait d'ailleurs intérêt à se demander ce qu'on met derrière le vocable philosophie. Puisqu'on sait, on a aussi maintenant l'expérience depuis plus de 10 ans de beaucoup de choses qui ont fini par prendre le nom de philosophie. Vous vous rappelez, il y a 20 ans, la mode des cafés philosophiques, où on a mis beaucoup de choses différentes derrière. C'est pour ça que moi, j'ai voulu centrer mon propos sur la philosophie, disons, telle qu'elle est enseignée, etc., pour ne pas tomber dans un débat sur qu'est-ce que la philosophie, parce que ça peut accompagner quasiment maintenant du développement personnel. Enfin, il y a énormément de choses qui recouvrent de la morale à 3 sous. On n'est pas très loin parfois de comment bien vivre, mais au sens le plus ordinaire. Voilà, tout devient philosophie. Donc je comprends ce que vous voulez dire, mais voilà, ça mérite, enfin, il faudrait regarder vraiment dans le détail ce qu'on met derrière, etc. Donc, en tout cas, jusqu'à il y a peu, la philosophie reste cet enseignement, vous voyez, final, qui est plutôt un peu, comme vous l'avez dit, hein, une sorte d'enseignement qui donnerait le sens de l'enseignement. Hein, c'est-à-dire le sens de tout le reste. Hein, c'est la science des sciences, celle qui vient couronner, expliquer ce qu'il en est, ce qui s'est passé jusque-là, d'où l'effet parfois de dévoilement que la philosophie peut produire sur les élèves, en disant « Ah d'accord, c'était donc ça ». Parce que
ça donne l'impression d'expliquer tout ce qu'on n'avait pas trop bien compris. Bon, voilà, donc il y a effectivement, oui, une dimension critique, mais j'insiste bien, cette dimension critique, elle est tout à fait assumée institutionnellement, puisque depuis toujours, la philosophie a eu cette fonction institutionnelle. C'est-à-dire que ceux et celles qui ont mis la philosophie à cette place n'y voyaient pas un péril pour les institutions et l'ordre établi. Bien au contraire, ils voyaient la fin de la formation à l'acceptation de l'ordre établi. Donc, vous voyez que si on va jusqu'au bout, on n'a pas donné à l'origine à ce savoir une place critique de remise en cause, ou du moins pas de l'ordre établi. Ce qui renvoie à l'idée, on y reviendra, de la possibilité d'une critique qui soit interne. C'est-à-dire que le système et l'ordre établi peut très bien produire les conditions de sa propre critique. C'est-à-dire, pour le dire d'une autre manière, vous pouvez avoir une critique néolibérale du néolibéralisme. Si vous partez tout seul à fabriquer votre propre électricité, etc., vous ne changez pas le monde, vous confirmez les valeurs du néolibéralisme, qui consiste à dire chacun se débrouille comme il peut. Donc, d'un côté, vous pouvez dire choisisse, pas de nucléaire chez moi, mais de l'autre, en valeur, vous confirmez le monde actuel qui nous dit chacun doit être auto-entrepreneur de son existence, jusqu'à la production d'électricité, etc. Vous voyez que ce modèle va loin. Donc, vous voyez, c'est un exemple pour vous montrer qu'on peut avoir l'impression d'être critique sans nécessairement l'être, c'est-à-dire sans remettre en cause les valeurs qui fondent le monde qui est le nôtre. Quand je parle de critique, je parle bien des valeurs, c'est donc de ce qui le fonde intellectuellement, ce qui lui donne son sens. Pourquoi c'est comme ça et pas autrement. Alors, on va revenir sur ce lien, cet affrontement, parce qu'en réalité, historiquement, les sciences sociales et la sociologie en particulier, ici même, dans cette université-là, la sociologie, elle est née d'un affrontement et d'un dégagement de la philosophie. Si je dis ici même, c'est parce qu'en 1887, Émile Durkheim, le fondateur de la sociologie française, a été élu ici, et c'est en 1887 qu'il a fait sa leçon inaugurale, où il a défini ce qu'était la sociologie, et une bonne partie de son œuvre a été produite à Bordeaux, puisqu'il est parti de Bordeaux en 1902 pour aller à la Sorbonne, et donc les grands livres de Durkheim que nous connaissons, sauf le dernier de 1912, il les a écrits, pensés ici. Donc c'est vraiment ici que ça s'est passé. Et ça se passe contre la philosophie. C'est-à-dire les premiers, historiquement, à réagir contre la sociologie, ce sont les philosophes. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi et sur quelle base. Alors d'abord, la première chose qu'il faut rappeler, c'est qu'évidemment, quand une discipline naît, elle naît en sortant d'une autre discipline déjà existante. C'est-à-dire que personne n'est arrivé comme ça en disant « Bonjour, je suis sociologue ». On est sociologue, c'est-à-dire qu'on s'extrait d'une matrice disciplinaire. Et cette matrice disciplinaire, en France, c'est la philosophie. C'est-à-dire que la sociologie, elle naît d'une sorte d'extraction de la philosophie. Et les premiers sociologues, et ça dure pendant longtemps, sont des agrégés de philosophie. Jusqu'à Pierre Bourdieu et d'autres. Mais Pierre Bourdieu est agrégé de philosophie. Il commence une thèse de philosophie avant de basculer, de changer de discipline. Lévi-Strauss, pour prendre un autre exemple, l'anthropologie, c'est un agrégé de philosophie. Donc la matrice, vous voyez, en termes de formation intellectuelle, est très importante. Donc des débats qu'il y a en sociologie sont en réalité des débats philosophiques sublimés dans le champ sociologique. On y reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure. Donc, à l'origine, Durkheim, c'est bien presque en philosophe, c'est-à-dire que son premier projet n'est pas tant de fonder la sociologie, une science nouvelle, une discipline nouvelle, que de révolutionner la philosophie. Et on peut dire que le maintien de la philosophie traduit une forme d'échec, c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à vaincre la philosophie, et donc la sociologie est devenue une discipline à part entière, alors qu'au départ, elle se confronte au même type de questionnement, mais elle propose une autre démarche pour y répondre. Mais les questionnements sont exactement les mêmes. Par exemple, quand vous posez la question du déterminisme ou du libre arbitre, grande question de classe terminale, cette question, les sociologues, les spécialistes de sciences sociales se la posent aussi. Sauf que les réponses qu'ils ont fournies et leur manière de poser le problème interdit normalement de continuer à donner des dissertations, détermination et libre arbitre, parce que tout simplement ça n'a pas de sens. Puisque si on considère que les êtres humains sont tous des êtres sociaux, ils sont donc tous déterminés par cette nature sociale, auquel cas l'idée qu'ils seraient libres, c'est-à-dire hors de toute détermination, n'a strictement aucun sens. Donc ça veut dire que si vous faites des sciences sociales, vous ne pouvez pas faire abstraction du social. C'est un premier exemple pour vous montrer comment la philosophie nous donne l'habitude de penser des abstractions des êtres humains comme des réalités. Puisque
quand nous réfléchissons à l'échelle de l'être humain tout seul, nous réifions, nous donnons une réalité à une abstraction. Puisque cet être humain, il n'est ni un homme ni une femme, il est nulle part, ni de telle année, ni dans tel pays, ni dans tel endroit, il est nulle part. Et donc une abstraction, c'est un être humain. Donc ni homme ni femme, ni tout ce qu'on veut. Et vous voyez que dès le départ, le type de conflit qu'il y a entre philosophie et sciences sociales, il est précisément là-dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas tant sur le type de question que sur à la fois les présupposés de départ et donc le cheminement qui permet d'y répondre. Bien. Donc c'est pour ça qu'à stricto sensu, on ne peut pas, même si ça a été fait aussi, dire qu'il y aurait une répartition des rôles entre concept d'un côté et empirie de l'autre, puisqu'il n'y a rien à vérifier pour un sociologue entre libre arbitre et déterminisme. Parce que précisément, cette question-là ne se pose pas en sciences sociales. Donc, si vous voulez, dès le départ, les sciences sociales, et donc la sociologie durkheimienne, pour faire vite et court, en France, se pensent comme un outil de combat contre la philosophie. À qui elle reproche, alors, à qui elle reproche précisément l'abstraction. C'est-à-dire que la sociologie, elle commence, et Durkheim le premier, par l'idée que vous posez des questions intéressantes, mais vos manières d'y répondre n'ont aucun sens. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas scientifiques. Donc, puisque vos manières d'y répondre ne sont pas scientifiques, alors votre conclusion n'a pas de valeur scientifique. Et donc, les premiers sociologues, c'est ça qu'ils vont faire. C'est-à-dire qu'ils vont essayer d'apporter une réponse scientifique à des problèmes qui, a priori, se présentaient comme des problèmes de nature philosophique. Je vais prendre un seul exemple, pour rester avec Durkheim. 1897, le suicide. Pourquoi Durkheim prend le suicide? Bon, d'abord, c'est parce qu'il y a des statistiques, donc on peut travailler cet objet, mais il le prend parce que cet objet peut être traité comme la question, à travers le prisme du libre arbitre. Je fais ce que je veux, vous avez des tombereaux de textes dès l'Antiquité sur est-ce que c'est légitime de se suicider, non, etc., comme étant, a priori, le reflet, la traduction de votre volonté libre de vouloir. Je vous rappelle, le libre arbitre, c'est la liberté de vouloir ce que je veux. C'est pas faire ce que je veux. Ça va jusque dans la formulation du projet. Donc c'est la liberté de la volonté de vouloir, et pas simplement faire ce qu'on veut. Donc la question du suicide, a priori, se présente à nous comme la manifestation du libre arbitre. Et on peut rajouter après du social, mais le social devient une contrainte. C'est-à-dire le social, dans ce cadre-là, ça serait, je vais le conditionnel, ça serait une forme de morale, par exemple, disant tu as envie de le faire, tu voudrais le faire, mais nous on te dit que c'est pas bien de le faire. Donc le social, vous voyez, dans ce cadre, est second. Ça c'est la première caractéristique, donc chez les philosophes il est second, et ensuite il se présente sous la forme d'une contrainte, qui vient a priori questionner la possibilité de la liberté. Puisque l'individu est en premier, il est libre. Donc, si je prends le suicide, vous voyez, de manière philosophique, vous avez tous en tête, il n'y a qu'un seul problème philosophique sérieux Camus, c'est le suicide. Bon, voilà. Donc, c'est a priori quelque chose qui, à la fois, permet de poser ce problème et surtout le traduit dans les faits. C'est-à-dire la réponse, a priori, là je dis bien la réponse du suicidé ou de la suicidée serait la manifestation de cette liberté, de son libre arbitre. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait dire le sens commun. Vous voyez que ce sens commun, c'est comme ça que diraient les sociologues, c'est-à-dire, pour nous, c'est la manifestation de la liberté. Qu'on soit pour ou contre, au fond, peu importe, c'est chacun fait ce qu'il veut. Voilà. C'est d'ailleurs comme ça qu'est traité le débat sur la fin de vie. Chacun a le droit de pouvoir le faire, etc. Donc, vous voyez que notre traitement de cette question est exactement le même. C'est-à-dire que nous considérons que l'individu dont nous envisageons la fin de vie sera libre de vouloir ce qu'il veut. Pour le dire autrement, nous considérons que, par exemple, les déterminations sociales sont indifférentes au sujet. C'est-à-dire que nous considérons que tout le monde également sera, dans ce cas-là, également confronté à la question du suicide. Comme si nous avions sur la table, je prolonge, je me suicide, etc., comme si tout le monde était exactement dans la même situation. Nous faisons disparaître toute forme de considération sociale pour considérer que c'est juste l'individu face à sa mort. Donc nous avons une manière philosophique de l'aborder. Bien, donc ça c'est le sens commun. Donc Durkheim il prend en 1897 il prend ces statistiques et il voit des régularités statistiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si le suicide était véritablement la matérialisation de la liberté de choisir ce qu'on veut, nous aurions d'une année sur l'autre une sorte de répartition
équivalente statistique. Ça serait le hasard. Et donc, sur des grands nombres, on retrouverait à peu près le même nombre d'hommes, le même nombre de femmes, le même nombre de gens en ville, le même nombre de gens à la campagne, etc. Je dis bien quand on parle des grands nombres. C'est la différence entre le regard sociologique et le regard qui est centré sur l'individu. Si je prends les grands nombres, si c'est le hasard qui décide, alors je ne peux pas voir des régularités statistiques. Je ne peux pas voir quelque chose autrement que le reflet de la population. C'est-à-dire que si ça se passe hors du social, ça veut dire qu'en gros, si j'ai 2% de gens qui se suicident chaque année, j'en ai 2% chez les hommes, 2% chez les femmes, 2% chez les juifs, 2% chez les protestants, 2%, quel que soit le découpage que je prends, je dois avoir à peu près, grosso modo, le même résultat. Donc Durkheim, qui regarde les statistiques, il voit des régularités, c'est-à-dire d'une année sur l'autre, et cela sur plusieurs années, d'une année sur l'autre, il constate les mêmes choses, c'est-à-dire tout le monde ne se suicide pas en même quantité, en même proportion. Il constate par exemple que les catholiques, les juifs, se suicident moins que les protestants. Il constate qu'on se suicide plus en ville qu'à la campagne. Donc il fait comme ça une série de constats. Et ces constats l'amènent à une formulation de quelque chose que je trouve qui permet de comprendre ce qu'il a vu et ce qu'il a compris. Il dit tout se passe comme si, d'une année sur l'autre, les suicidés revenaient et se re-suicidaient. Parce que d'une année sur l'autre, dans le même quartier, il y a le même nombre de suicides. Et donc, a priori, si on reste sur l'explication individuelle, il faudrait presque envisager que c'est un retour, que c'est les mêmes qui reviennent pour refaire la même chose, tant je retrouve la même chose. L'avantage, si j'ose dire, du suicide comme point de vue, c'est que justement, on ne peut pas revenir. Et que donc, ce qu'on observe n'est pas, et ne peut pas être la manifestation de la liberté, sinon ça ne se produirait pas comme ça. D'accord ? Donc il faut bien distinguer l'observation et après l'explication que Durkheim en donne, qui est autre chose. Bon, en gros, sans doute que nombre d'entre vous le savez, Durkheim propose donc l'anomie, le fait qu'il y a une disparition du collectif, qui fait que cette disparition fabrique du suicide. La ville, pour lui, se présente comme un espace d'anomie, puisque c'est des gens qui partent de leur village, etc., qui se retrouvent tout seuls, isolés, sans milieu social, etc., et donc ça c'est un facteur explicatif du suicide. D'où le fait que les catholiques se suicident moins, parce qu'ils ont des rites collectifs, des groupes de sociabilité, etc., et non par rapport aux protestants, qui ont un rapport aux religieux plus individuel, plus moi et le livre, moi et Dieu, etc. Donc je ne développe pas, peu importe au fond les raisons, mais en tout cas, voilà comment il procède. Donc vous voyez bien que, si je prends cet exemple, c'est parce que le suicide est une question aussi philosophique, vous voyez bien que c'est la même chose, mais que les deux réponses ne sont pas complémentaires. Elles sont opposées. C'est-à-dire que si vous prenez la réponse de Durkheim, vous ne pouvez plus ensuite considérer que le suicide serait simplement une affaire de liberté individuelle, de libre choix ou de morale, etc. Puisque ce que vous affrontez d'abord, c'est un phénomène social, et un fait social. Qu'on s'entende bien, dire que c'est un fait social n'implique pas qu'il n'y a rien à faire pour les individus qui se suicident. C'est simplement pas la même chose. C'est qu'on ne regarde pas la même chose. Donc Durkheim n'a jamais considéré qu'il fallait laisser les gens se suicider, qu'on n'y pouvait rien parce que c'était comme ça. Mais ce que nous dit son raisonnement, c'est que ce n'est pas parce que je vais être dans une association, faire SOS Amitié, etc., que je vais peut-être sauver la vie d'un certain nombre de gens. Je n'en aurais pas fini pour autant avec le suicide, puisque comme le suicide est un fait social, au fond, il se produit indépendamment des individus qui composent la société. Les individus ne reviennent pas, comme l'a dit Durkheim, pour se re-suicider. Donc il y a deux niveaux. C'est la même chose que aider les pauvres n'a jamais mis un terme à la pauvreté, pour les mêmes raisons, puisque c'est le système qui fabrique les pauvres. Donc à mesure que vous réglez la situation de pauvres, vous ne luttez pas contre la pauvreté, donc elle se reproduit mécaniquement, et donc sociologiquement, il faut agir sur les conditions qui produisent la pauvreté et pas sur la fabrication des pauvres. En ce sens-là, Macron a dit quelque chose de très juste quand il a dit c'est incroyable, on dépense un pognon de dingue pour les pauvres et il y en a toujours. Ben oui, justement, oui, parce que ce sont deux choses différentes. Et comme lui, il ne sait pas que la société existe, ben oui, il est thatchérien, mais il est thatchérien, il faut le prendre au sérieux. Et comme par hasard, on va y revenir, il a une formation philosophique. Ah, tiens, surprise. Et ben voilà, donc vous avez un exemple typique de comment on raisonne et tout est rapporté aux individus. Il n'y a qu'à traverser la rue, bon voilà. Ça c'est ma première incise, pour vous montrer les liens qu'il y a entre quelque chose qui peut nous apparaître comme totalement philosophique, une réflexion très abstraite sur le libre arbitre, sur la détermination, et comme par hasard,
voyez, une sorte de jugement beaucoup plus frustre politique quand on traduit en quelque sorte ce qui pouvait philosophiquement nous paraître très élevé, voire abstrait, et qui devient une opinion conservatrice, ordinaire, dès que je la retraduis. Mais c'est exactement la même. C'est exactement la même. Donc, c'est que la pauvreté n'existe pas, il y a des pauvres. Là, vous avez donc la traduction de, eh bien, il n'y a pas de faits sociaux, il n'y a que les individus qui composent. Donc, vous avez là le point de discorde, sans doute essentiel, entre la philosophie et les sciences sociales. Mais vous voyez, j'insiste bien, s'il y a une discorde, c'est parce qu'ils parlent de quelque chose qui est commun, sinon on ne se dispute pas. On ne se dispute que parce qu'on a un point commun. C'est autour d'un point commun qu'on se dispute. Donc ils ont bien un point commun, qu'est-ce qui se passe, pourquoi les gens font ce qu'ils font, pourquoi les êtres humains pensent ce qu'ils pensent, etc., etc. Sauf que derrière ces questions communes, vous avez une démarche et des réponses qui sont différentes. Donc dès le départ, sans surprise, ça va se cristalliser là-dessus, et du côté des philosophes, le point d'attaque va être l'existence même du social. Je vous rappelle, ce qui doit unir tous les partisans, ou tous ceux qui pratiquent, les praticiens et praticiennes des sciences sociales, c'est l'existence du social. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'une fois qu'on a dit ça, on n'a souvent pas dit grand-chose. On dit quelque chose qui est à la fois simple, mais qui n'est pas si simple quand on veut le mettre en pratique et le garder toujours à l'esprit. Alors pour comprendre ce que ça veut dire, on va rappeler ce qu'a dit l'un des autres fondateurs de la sociologie, Auguste Comte, en 1847, lorsqu'il invente le mot sociologie, c'est Auguste Comte qui l'invente, et il va expliquer la chose suivante. C'est-à-dire, en fait, il y a plusieurs sciences, et chaque science a un domaine de réalité. Donc, la chimie, par exemple, a comme domaine les molécules, les atomes, etc. Bon, voilà, enfin la physique aussi. Après, il y a la chimie, vous voyez, on change, mais, dit Auguste Comte, pourquoi la chimie existe? Parce qu'il y a un niveau de réalité qui ne peut pas être décomposé en petits problèmes pour les physiciens. Il y a donc un niveau de réalité irréductible au précédent. Ensuite, chimie, donc biologie. Effectivement, il y a un niveau vivant et on ne peut pas expliquer le vivant simplement par le fonctionnement des cellules. Nous savons bien qu'il y a un saut. Et ce saut est un saut qualitatif. L'explication de la vie ne peut pas être, à la fin, réduite à de la chimie ou de la physique ou à ce que vous voulez. Alors, on a beau être des atomes, ça ne nous permet toujours pas de comprendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Donc il y a bien un niveau de réalité, je le répète, irréductible. Donc biologie, Auguste Comte, encore au-dessus, psychologie. Pareil, la psychologie n'existe que parce que nos pensées, la compréhension de nos pensées n'est pas réductible au vivant qui nous compose, c'est quelque chose de plus, sinon il n'y aurait pas de psychologie, dit Auguste Comte, et il rajoute un autre étage, qui est donc l'étage de la sociologie, qu'il appelle sociologie, et il dit il y a des faits sociaux, c'est-à-dire il y a une réalité sociale qui n'est pas réductible aux individus qui la composent. Vous retrouvez l'idée pauvreté, pauvre. C'est-à-dire la pauvreté, c'est autre chose que les pauvres. Le suicide, c'est autre chose que les suicidés. C'est là où vous comprenez ce que dit Durkheim quand il dit tout se passe comme si les gens revenaient. C'est-à-dire que même quand à la fin de l'année, tous ceux qui devaient se suicider dans l'année se sont suicidés, le suicide continue à exister. C'est-à-dire que même si personne ne s'est suicidé, là maintenant personne ne se suicide, ça existe. C'est donc bien que ça a un niveau d'existence qui est au-delà des individus qui, peut-être, un jour, se suicideront. Pour comprendre ce que je viens de dire, prenons un exemple pratique qui est celui de la salle de classe. Quand vous rentrez dans une salle de classe, beaucoup de choses sont déjà formatées et sont déjà en place. C'est-à-dire que tout se passe comme si la salle de classe était déjà habitée, la disposition. Quand on est dans cette répartition des rôles, vous êtes disposé à m'écouter, et même avec ce truc un peu à m'admirer, on sait que je suis vachement intelligent, parce que je suis tout seul, je suis à la tribune, etc., etc. Et vous êtes plutôt dans une position d'attente, d'écoute, etc. Ça, ce n'est pas parce que votre esprit, tout d'un coup, c'est parce que vous êtes dans une disposition physique et sociale, et que la salle dans laquelle nous sommes, elle est disposée comme ça, parce qu'elle a elle-même une histoire qui correspond à l'histoire des pratiques pédagogiques, etc. Raison pour laquelle les tablettes ne font toujours pas la taille d'un format A4. Non, vous n'avez jamais posé cette question? Moi, je me suis souvent posé cette question. Pourquoi ils nous emmerdent quand ils refont les amphis à nous faire des tablettes qui ne font pas le format A4? Alors qu'on a tous des formats A4. Hein, voilà. Ben, la réponse, c'est parce que vous n'êtes pas là pour écrire. Sinon, on l'aurait fait à un format A4. Donc, si on l'a fait comme ça, c'est précisément que vous êtes là pour regarder celui ou celle, en général celui, qui parle. Hein, et que donc, c'est d'où, vous voyez, tous les regards convergent vers moi. On n'a pas besoin de tablette dans ce cas. Et non, mais elle est là parce qu'on peut noter. On n'est pas là pour prendre, etc. Ça n'a pas de sens. Donc, on en a une, mais elle ne correspond même pas au format du papier. Donc, vous voyez, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que le social nous précède.
quand je rentre dans cette salle, je ne suis pas libre de faire ce que je veux. Je suis au fond, nous sommes tous et toutes formatés par ce qu'il y a, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'histoire cristallisée qui s'incarne partout, et y compris en nous-mêmes, qui fait que nous faisons ce que nous avons à faire dans cette salle, sans que nous soyons même capables parfois de dire où c'est que nous l'avons appris. Nous le savons. Voilà. De la même façon que, j'imagine, nombre d'entre vous n'aimeraient pas être dans un restaurant à 180 € le menu parce qu'on ne se sentirait pas chez soi. Et pourtant, c'est marqué nulle part, même si on a l'argent, etc. Sauf qu'on a l'impression que le lieu est rempli de sens interdits pour nous, parce que c'est pas pour nous. Et pourtant, c'est marqué nulle part. Il y a donc quelque chose qui n'est pas matériel, mais qui existe. C'est précisément ça dont on parle. Donc, dit Auguste Comte, il y a un niveau de réalité sociale qui est irréductible aux individus qui la composent. Et ça, c'est vraiment le geste premier de la sociologie. Si vous n'acceptez pas ça, au fond, vous n'êtes plus sociologue, puisque vous revenez aux individus. Et c'est donc là-dessus que le combat va se cristalliser, parce que les philosophes vont accuser les sociologues de faire, et en France, à cette époque-là, c'est l'injure absolue, de la métaphysique. C'est-à-dire, vous prétendez faire de la science, mais vous parlez de quelque chose qui n'existe pas, le social. C'est pour ça que Durkheim fait sa thèse sur le suicide, après avoir fait les règles de la méthode sociologique en 1895, c'est pour montrer que ça existe. J'ai les chiffres, je peux le montrer, etc. Parce que quand vous arrivez, vous dites que le social existe, mais justement, ce n'est pas les individus, ça ne se voit pas, et ça existe, vous voyez, c'est difficile d'accepter l'existence réelle du social. Durkheim était un réaliste, il ne dit pas que nous construisons le social, il dit que ça existe, que c'est là et que ça fait partie de notre nature même. Donc, les philosophes vont accuser les sociologues de faire de la métaphysique. C'est-à-dire de, comme son nom l'indique, méta en grec, au-delà, après, physique, après la nature, donc faire quelque chose qui n'est pas de l'ordre naturel, qui est donc totalement conceptuel et abstrait. Donc vous voyez, paradoxalement, c'est les philosophes au départ qui vont dire, nous affrontons des problèmes concrets et réels, vous parlez de quelque chose qui n'existe pas, donc vous êtes dans l'abstraction. Et évidemment, vous avez compris, la réponse des sociologues va être exactement la même. Non, c'est vous qui faites de la métaphysique, puisque vous parlez de quelque chose qui n'existe pas, l'être humain, la conscience individuelle, etc. C'est-à-dire que les sociologues vont récuser la possibilité pour une conscience individuelle d'accéder au réel en tant que tel. Du moins pas comme ça. C'est donc une méthode, une science qui permet d'accéder à la réalité sociale et qui ne dépend pas uniquement de la conscience et de la raison, mais d'une démarche dite scientifique. Donc le débat, vous voyez, va se cristalliser là-dessus et il va faire donc, vous voyez, de la philosophie une forme mécaniquement d'adversaire irréductible de la sociologie et des sciences sociales. Ce combat, il va se prolonger à peu près jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, vous verrez que tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se rapprochent de la philosophie en France, tient quasiment immanquablement des propos non seulement asociologiques, mais le plus souvent antisociologiques. Alors je pourrais m'amuser, mais je vais en prendre un seul parce qu'il cristallise la bêtise française, c'est Alain Finkielkraut, qui est vraiment l'esprit par excellence et de l'intellectuel à la française, l'homme de lettres, qu'on qualifie de philosophe, c'est comme Raphaël Glucksmann qui est devenu philosophe en 3 jours, donc c'est pratique, ça évite de réfléchir, puisque il a fait Sciences Po, c'est pas mal d'avoir fait Sciences Po, mais en France, le statut d'intellectuel, c'est toujours couronné par philosophe. Donc quand on vous donne ce statut médiatiquement, on finit toujours par vous accoler le titre de philosophe. Que vous ayez une formation de philosophe, non, Alain Finkielkraut, il est agrégé d'être moderne. Il n'est pas philosophe de formation non plus, mais il est philosophe dans le champ, etc. Et écoutez-les, vous verrez immanquablement, vous allez entendre un discours qui est radicalement hostile aux sciences sociales et en particulier à la sociologie. Du coup, ça rentre un peu en contradiction avec le fait qu'il y ait pas mal d'anthropologues et de sociologues qui fait le pont justement d'une discipline à l'autre, quand on a expliqué le point d'aujourd'hui, Bruno Latour, des choses comme ça. Ça rentre un peu en contradiction avec cette opposition-là. Comment il définit le social, Bruno Latour? C'est-à-dire que donc le passage, il se fait au détriment du social. Si vous regardez son livre de 1997, Refaire la sociologie, il définit, c'est dès le début, c'est dès les premières pages, il définit le social comme quelque chose de second. Il y a d'abord des individus qui construisent une relation, et la construction de cette relation, c'est le social. Donc le social est second. Et vous avez donc une réalité première. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que la porte d'entrée réelle dans les sciences sociales, c'est l'idée que le social nous précède.
que l'être humain est une abstraction qui n'existe pas. C'est ce que dit Maurice Halbwachs, etc. Tous les sociologues durkheimiens n'ont jamais transigé là-dessus. Durkheim lui-même dit dans Le Suicide, l'homme moyen n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que l'homme moyen serait une forme de vérification de l'anthropologie des philosophes. Il y a donc un être humain moyen à partir duquel je peux construire une sorte de point de vue philosophique de l'individu sur les problèmes. Donc c'est une phrase sociologique très forte, c'est-à-dire l'homme moyen n'existe pas. Puisque ça veut dire que les déterminants sociaux nous interdisent d'être réduits à simplement des êtres humains interchangeables. C'est ça que ça signifie. Donc Bruno Latour est un bon exemple, mais extraordinairement à la mode. Précisément parce que ce qu'il dit, vous voyez, est porté par cet attendu qu'à la fin, si vous écoutez bien, vous verrez que c'est toujours dans cette ordre. Et que l'individu est à l'origine du social et non l'inverse. Et ça paraît simple de le dire comme ça, mais c'est en réalité, quand on essaye d'être rigoureux et qu'on part de l'un ou de l'autre, on n'aboutit pas du tout au même résultat. À tout point de vue, vous n'avez pas de sécurité sociale si vous considérez qu'il y a d'abord les individus. Ou alors vous renvoyez ça à une forme de morale, il faut être gentil, etc. Si vous considérez que le social existe et que donc il y a une réalité sociale qui vous précède, alors la question d'une sécurité sociale, comme son nom l'indique, prend sens. Et sans surprise, la sécurité sociale, elle a été portée sur les attendus du socialisme et donc de la sociologie, et pas des libéraux qui vendent à juste titre l'idée que chacun s'assure et qu'éventuellement on peut, au nom de son bon cœur, faire charité aux pauvres, etc. Mais ça s'arrête là, et c'est normal, puisque c'est déresponsabilisé. On va y revenir peut-être tout à l'heure un peu avec Cahiers de guerre, parce que vous retrouvez exactement la même chose. Donc, vous voyez, c'est précisément un bon exemple de se demander comment on fait le pont entre les deux, et très souvent, en France, mais c'est vrai aussi de Lévi-Strauss. Je vais prendre un autre exemple pour rester dans l'anthropologie. Si on prend le cas de Claude Lévi-Strauss, donc grand anthropologue, professeur au Collège de France, élu en 58-59, qui a dominé la vie intellectuelle française, disons à partir de la fin des années 50, peut-être pas jusqu'à sa mort, mais disons jusqu'au début des années 80, avec le structuralisme qu'on lui a accolé. Si vous regardez ce que c'est que le structuralisme tel que Lévi-Strauss le définit, en particulier dans l'introduction à l'essai sur le don qu'il écrit en 1950, on republie l'essai sur le don, c'est un grand texte, un grand article de Marcel Mauss, donc le neveu de Durkheim, sociologue, ethnologue, qui fait un grand essai publié en 1925 qui s'appelle l'essai sur le don, dans lequel il essaie de dire que dans toutes les sociétés sont organisées autour du don et pas autour de l'intérêt privé. Il y a cette formule où il dit nous ne sommes ça fait pas très longtemps que nous sommes devenus des machines à calculer sur pattes, et encore pas complètement. Donc, il y a une ambition de considérer que c'est le don qui, en fait, a toujours structuré les sociétés. Et quand Claude Lévi-Strauss fait une introduction en 1950 à la republication de ce texte, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a quelque chose avant le social. Il parle des origines symboliques du social. Et que sont les origines symboliques du social chez Lévi-Strauss? Quand vous cherchez la pensée sauvage, 1962, il écrit un peu plus tard, le cerveau humain, c'est-à-dire l'individu. C'est-à-dire que le social est une production du cerveau humain. Donc, l'individu est premier par rapport au social. Et toujours, vous retrouvez cette vectorisation. C'est elle qui est essentielle. Donc, vous voyez qu'il y a une tension fondatrice entre la philosophie et les sciences sociales, et que cette tension ne peut pas être résolue, si on veut prendre le problème au sérieux, ne peut pas être résolue par une répartition des rôles, qui serait une première manière que nous avons envisagée tout à l'heure, qui serait de dire on va essayer de définir un territoire, un champ pour la philosophie, un autre champ pour les sciences sociales, et comme ça on aura réglé ce problème, chacun aura son champ. Non, en réalité, à partir du moment où c'est bien de la même chose dont on parle, alors on ne peut pas s'en sortir comme ça. Donc, notre problème, il est bien, à partir de ce moment-là, de savoir comment sortir de ce qui peut apparaître comme une forme d'aporie, ou plutôt comment trancher le débat entre la philosophie et la sociologie et les sciences sociales. Alors, avant d'en arriver là, je voulais vous montrer un exemple. Ça, j'en ai déjà parlé. Voilà. Bon, ça, je le ferai après. Je voulais vous parler donc d'un philosophe qui, au fond, en France, cristallise peut-être cette opposition sciences sociales et philosophie, et un philosophe particulièrement important parce qu'il a nourri la pensée de très nombreux autres philosophes. Ce philosophe français, c'est Henri Bergson. Henri Bergson, alors c'est un contemporain de Durkheim, puisque sa thèse, qui est essai sur les données immédiates de la conscience, je crois que c'est 1887 ou 1889, donc on est quasiment fin 19e, c'est la même formation, et Bergson, jusqu'à sa mort en 1940, est vraiment le grand philosophe, ses leçons au collège et
lu assez jeune au Collège de France. Ces leçons au Collège de France sont suivies par toute la bonne société parisienne qui se précipite pour écouter les leçons de Bergson, et donc il est vraiment multi-couronné. Il a beaucoup influencé Sartre, bien entendu, Foucault, et donc on pourrait continuer comme ça, et donc ça a une incidence très forte. Et donc Bergson, c'est intéressant d'y revenir parce que c'est au même moment. Donc c'est une façon de voir comment les mêmes problèmes sont traités du côté philosophique ou du côté de la sociologie naissante. Puisque là on est au même moment, donc on est dans les mêmes manières a priori de poser les problèmes. Alors, Bergson, donc, j'y arrive. Si je dis ça, voilà. Alors d'abord, on peut dire que Bergson, s'il a toujours été un adversaire, toujours, un adversaire de la sociologie, dès que la sociologie a commencé à émerger, donc peut en France dater sa naissance officielle vraiment en 94-95, avec la publication des règles de la méthode sociologique de Durkheim, Bergson est dès le départ un adversaire. Vous comprenez pourquoi, puisque évidemment, on va rentrer dans le détail. Déjà, de toute façon, parce qu'il est philosophe, il y a un problème avec les savoirs qui sont produits devant lui. Mais ce n'est que très tardivement qu'il critiquera explicitement la sociologie, en particulier Durkheim. C'est en 1932, dans son livre sur les deux sources de la morale et de la religion. C'est son dernier livre qui sort en 1932, dont on verra tout à l'heure quelques éléments du contenu, et on verra pourquoi ce livre peut justement apparaître comme un livre de combat contre les sciences sociales. Mais je voudrais d'abord vous montrer comment, dès le début, finalement, la philosophie de Bergson est effectivement incompatible avec les sciences sociales. Au passage, Bergson est aussi très utilisé par Walter Lippmann, le fondateur philosophique du néolibéralisme. En particulier son livre, le livre de Bergson, L'évolution créatrice, qui a eu beaucoup d'influence, qui a été traduit en anglais, en américain, partout. Et ce livre a été, donc Bergson, c'est pas, je le prends du côté français parce que ça constitue un champ intellectuel et un champ de discussion, mais on pourrait regarder l'influence de Bergson bien au-delà de la France. Alors, chez Bergson, donc, dès le départ, vous avez comment dirais-je, la mise en évidence du primat de l'individu. Dès son premier ouvrage, l'essai sur l'hédonisme immédiat de la conscience, c'est l'individu qui est l'origine du savoir, l'origine du social, et il va défendre une méthode qui est, il le dit lui-même, une introspection. C'est-à-dire que le questionnement philosophique, pour lui, la philosophie doit passer par une sorte de passage par le moi, la conscience ultime, et que sa propre conscience. Et là, vous retrouvez un autre lieu commun philosophique anti-sociologique qui est de considérer le social, le monde social, comme une forme de pollution. Quelque chose qui vient vous empêcher de penser. Si je traduis dans l'ordre domestique, ça veut dire que Bobonne fait la cuisine et le philosophe est dans son bureau en train de travailler. Et c'est exactement la même chose. Si vous considérez que le social vous embête et vous empêche de penser, on peut l'entendre de manière, comment dirais-je, intellectuelle, etc. Mais on peut aussi l'entendre de manière concrète. C'est-à-dire comme une vérification de la division sexuée des tâches. À savoir que le domestique nous pollue, nous empêche de travailler, etc. Et que plus on est dans l'abstraction, plus on doit être détaché des considérations matérielles. Et très souvent, vous le savez tous et toutes, quand on regarde l'histoire des grands intellectuels, des grands universitaires, vous avez toujours madame qui est derrière. Et madame qui est derrière, elle ne fait pas que la poupote, souvent elle fait le travail. Madame Braudel, Fernand Braudel, le grand historien. Madame Braudel, c'est elle qui lit les archives. Parce que Fernand, il n'a pas que ça à faire. Et il dit lui-même, ma femme, Paul, elle est meilleure que moi dans la lecture des archives. Donc lui, il donne le sens. Et elle fait le travail de petite main. Vous voyez, vous retrouvez toutes ces mêmes idées. La philosophie supérieure qui donne le même sens, qui donne le sens à tout le reste. Vous voyez, tout ça est lié, j'insiste, mais c'est pour vous montrer que tout ça est lié et que le regard sociologique nous apprend à considérer qu'il n'y a pas un ordre comme ça distinct des connaissances qui serait totalement extérieur au monde social et qu'en réalité il est à l'intérieur même quand on ne le voit pas. Et que notre travail de lecteur et de lectrice critique, il est justement d'essayer de le voir quand a priori il n'est pas là. Donc l'introspection, vous voyez, de Bergson, c'est un geste finalement extraordinairement bourgeois, de considérer que tout ce qui est matériel, etc., bourgeois catholique en France, tout ce qui est matériel, c'est sale, par opposition à la pensée, etc. Vous voyez, comment on peut passer de quelque chose qui a priori se présente pour nous comme une méthode philosophique de réflexion, comme en réalité, en philosophie, l'application d'un regard qui est un regard
que l'on peut inscrire dans une catégorie sociale en particulier. Ceci vous permet de comprendre pourquoi il est si difficile, quand on est des milieux populaires, de réussir à l'école. Parce que le problème, ce n'est pas le savoir, mais c'est le rapport au savoir. Et le rapport au savoir qui est valorisé à l'école est le rapport au savoir des catégories dominantes. On a le temps, il faut réfléchir, c'est pas grave si tu ne vois pas à quoi ça sert, etc. Tout ce qui est extraordinairement contre-intuitif pour tous ceux et celles qui viennent des milieux populaires, pour lesquels l'idée de perdre son temps à apprendre quelque chose qui ne sert à rien est absurde. Mais toute l'école valorise l'idée que justement, c'est l'inverse. Il ne faudrait surtout pas que ce soit utilisé. Souvent, c'est nous les premiers, des profs qui disons « Mais non, c'est pas grave, ne te préoccupe pas de l'utilité, pense plus loin, etc. » Sauf que c'est une violence extraordinaire pour des enfants dont tout l'environnement est au contraire l'expression d'une urgence permanente, d'une réponse à l'urgence, etc. Donc vous voyez aussi comment tout ça est cohérent et explique pourquoi notre système scolaire est si inégalitaire. Il ne l'est pas tant parce qu'à un moment donné, il y aurait une grande main visible ou invisible qui empêcherait les enfants des catégories populaires, c'est parce que dans les rapports au savoir qui sont valorisés, vous avez déjà une formidable injustice parce qu'on considère que c'est neutre, alors qu'en réalité, c'est sociologiquement marqué. Bien. Donc, l'introspection, en voilà une. Et puis, évidemment, il va fabriquer aussi une réflexion autour de la nature et de la culture, puisqu'évidemment, dès que vous êtes confronté à l'individu, surtout en ces temps post-darwiniens, on est obligé de se demander de quoi on parle, etc. Et Bergson va défendre l'idée d'une nature humaine qui résiste au social. Parce qu'on est aussi à un moment, je vais vite, mais on est au fin du XXe siècle, donc on est à un moment où on voit beaucoup de changements. Le capitalisme, les usines, les villes, donc on voit quand même énormément de changements. Donc c'est une question à laquelle il faut répondre. Donc la réponse de Bergson est de considérer que de toute façon tout ça est superficiel, mais qu'il y a une nature qui est plus forte que tout cela. Et ce n'est que l'habitude des êtres humains qui nous fait croire qu'au fond il y a des changements. Je cite du Bergson. Nous estimons que si l'on éliminait de l'homme actuel ce qu'a déposé en lui une éducation de tous les instants, on le trouverait identique ou à peu près à ses ancêtres les plus lointains. Donc vous voyez, c'est l'idée que vraiment le social, c'est vraiment secondaire, c'est une sorte de petite pincée qui ne change rien dans la nature humaine. Mais vous voyez qu'il est cohérent, parce que si vous pensez que, effectivement, votre anthropologie vous amène à envisager l'existence d'un être humain, point, si je dis rien d'autre, ça veut dire que cet être humain doit être le même au 5e siècle avant Jésus-Christ, au 1er siècle après, en Afrique subsaharienne au 10e siècle, c'est le même. Sinon, il n'y a pas d'être humain. Donc, pour pouvoir résoudre les changements que vous voyez, donc éventuellement les changements historiques, etc., eh bien, vous êtes obligé de postuler ou d'essayer de démontrer l'existence d'une nature humaine qui, de fait, résiste au temps et au social. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, vous voyez qu'il y a une nature qui est reconduite à une anthropologie. C'est-à-dire qu'il y a bien un être humain, et c'est donc la réalité ultime pour lui. C'est pour ça qu'il va se rapprocher assez vite du biologique, de ce qu'il va appeler le vital, l'élan vital, etc. Il y en a certains qui avaient compris, parce qu'en 1932, il y en a qui ont dit « C'est bizarre, quand je lis Bergson, j'ai l'impression d'entendre Hitler. » Non, mais à l'époque, il y en a qui l'ont compris, parce que quand ils entendaient l'élan vital, le mouvement, la nature humaine, ils commençaient à voir que ça pouvait être dangereux politiquement, ce genre de conception, et que si c'était finalement inoffensif dans des ouvrages de philosophie, ça faisait écho à ce qu'ils pouvaient entendre par ailleurs, et ils n'avaient pas du tout, eux, l'impression que c'était deux univers différents et que ça n'avait rien à voir. Nous ne faisons pas de Bergson, contrairement à Heidegger, un nazi, mais en tout cas, ce qu'il a pu penser n'est pas en contradiction philosophique avec le nazisme. Donc, il y a une structure générale de l'esprit humain, et là on retrouve à l'avance Lévi-Strauss, structure générale de l'esprit humain, et que, vous voyez, j'en reprends, donc j'en ai d'autres. Grattons la surface, effaçons ce qui nous vient d'une éducation de tous les instants, nous retrouverons au fond de nous, ou peu s'en faut, l'humanité primitive. Alors bien sûr, il adorait, enfin je ne pense pas qu'il ait beaucoup pété, mais il adorait évidemment les sociétés primitives qui pour lui étaient le reflet de cette humanité primitive, puisque c'était au fond du pré-social, si j'ose dire. Là donc c'était parfait. Donc vous avez des phrases géniales de personnes disant quand on va dans la société primitive, on a vraiment l'être humain tel qu'il est, etc. Donc vous avez tous les discours coloniaux ordinaires qui sont dans Bergson, mais qui sont philosophiquement dans Bergson, j'insiste bien. C'est pas un colonialisme, tout ce que vous voulez, mais philosophiquement, sans surprise, il aligne les perles
Donc, il y a un être humain, voilà. Et donc, tout son raisonnement va porter sur l'intelligence humaine ou l'instinct. C'est-à-dire comment? Parce que si vous postulez là encore une nature humaine qui est au fond indifférente à l'éducation et au social, alors c'est l'intelligence qui va finir par apparaître comme secondaire. Qu'est-ce qui va être commun à tous les êtres humains de tout temps, à toute époque? Ça ne peut pas être l'intelligence, parce que l'intelligence, on voit bien qu'elle produit des choses différentes, etc. Donc qu'est-ce qui va être commun aux êtres humains? Le vital, l'instinct. Et c'est donc l'instinct qui va devenir l'élément fondateur de l'anthropologie bergsonienne. Et donc l'intelligence va toujours apparaître comme quelque chose d'insuffisant pour saisir le réel. Et donc Bergson va envisager une sorte de modèle complémentaire dans lequel, certes par éducation, nous, Européens, machin, etc., nous pensons que c'est l'intelligence qui nous mène au réel, mais, dit Bergson, en réalité, pour y arriver, il faut compléter ça par l'instinct. C'est-à-dire qu'il faut dépouiller ce que le social vient pervertir, et c'est l'instinct. Et là, vous en avez des pages et des pages sur la durée, etc., sur le fait que le temps n'existe pas, mais il n'y a que la durée qu'on ressent au fond de soi. Enfin, c'est assez mystique à certains moments. Et ce modèle-là va déboucher maintenant sur une réflexion sur la société. Alors, qu'est-ce que c'est que la société? Si au fond, il n'y a que des individus, comment on peut comprendre qu'il y a des sociétés, comment elles fonctionnent, et surtout comment elles évoluent, qui est un problème. Et surtout pour Bergson, en 1932, dans les deux sources de la morale et de la religion, pourquoi on a fait la guerre? Parce que Bergson a été, alors pas au début, mais dans les années 20, il a été très engagé dans les mouvements pacifistes avec Albert Einstein contre la perspective d'une seconde guerre mondiale. En 14-18, il a été patriote, il a écrit des textes pour dire il faut y aller, il faut les tuer, etc. Mais à partir de 19 et 20, c'est un pacifiste convaincu. Alors donc, voilà, il est quand même obligé de se dire, parce que la guerre c'est un fait social, mais c'est difficile de nier que c'est un fait social, que c'est juste la production de quelques individus devenus subitement belliqueux. Donc il faut bien en rendre compte, expliquer, etc. Même si c'est une perversion, il faut en rendre compte philosophiquement, parce que sinon ce serait comme une sorte de contre-exemple qu'on n'arrive pas à traiter. Et vu ce que ça impliquait, la Première Guerre mondiale, il faut en rendre compte. Donc il va essayer de comprendre, et il va aboutir à une distinction entre des sociétés closes et des sociétés ouvertes. Ça sent Macron, non? Close, ouvert, et ça commence. La société close et les sociétés ouvertes. Alors qu'est-ce que c'est que les sociétés closes? C'est les sociétés dans lesquelles les individus suivent la morale de la société. Ils n'ont pas d'esprit d'initiative, ils sont donc au fond vaincus par le social, et donc ils appliquent bêtement, etc. Alors là, nous dit Bergson, ça correspond aux sociétés primitives. Les sociétés primitives, c'est ça. Ils sont dans la morale, donc ils sont au fond vaincus en quelque sorte par la société dans laquelle ils sont. Et alors les sociétés ouvertes, qu'est-ce qui va les ouvrir? La religion, parce que c'est la religion qui va au fond donner une forme à l'élan vital, à ce qui fait qu'il y a quelque chose. Puisque pour Bergson, puisque ce n'est pas les sociétés qui font qu'il y a quelque chose, c'est l'élan vital. C'est la biologie qui fait qu'on fait quelque chose, qu'on est mu par une force vitale qui fait qu'on a quelque chose à faire. Donc, les religions, mais là encore, ça ne suffit pas, puisque Bergson voit bien que les religions peuvent certes, selon lui, être porteuses d'innovation, mais c'est des innovations closes aussi, puisqu'à la fin, on est enfermé dans une forme de dogme. Et donc, il va arriver à l'idée que qu'est-ce qui fait changer les sociétés? Des individus, comment dirais-je, supérieurs à la société dans laquelle ils sont. Des grands hommes, pour faire. Jésus, aussi, Bouddha, etc., qui sont donc, selon lui, les modèles du changement social. Si la société n'existe pas, alors le changement social ne peut venir que d'individus qui, on ne sait pour quelle raison, échappent à leur nature et parviennent à dépasser tous les blocages sociaux et entraînent la société. Je vous laisse apprécier le caractère démocratique d'une telle philosophie. Non, mais vous pouvez considérer que c'est parfait, etc. Mais, bon. Donc, vous voyez, il pense au changement social. Je fais ce lien, c'est pour vous montrer qu'il y a évidemment un lien entre les deux. Et que dire cela, philosophiquement, ça a du sens, mais ça a aussi politiquement du sens. Si vous considérez que c'est ni plus ni moins, vous voyez, philosophiquement, que la transposition de les élites, le peuple. Il y a ceux qui comprennent, ceux qui ne comprennent pas, ceux qui sont capables de dépasser les pesanteurs, les rigidités. Je pourrais continuer comme ça. C'est exactement le même vocabulaire que vous retrouvez, vous voyez, avec l'idée que, au fond, dépasser le social n'est possible que pour certains individus. Mais on comprend pourquoi. C'est une manière pour Bergson de résoudre le problème de la création humaine. Comment faire du neuf si on est tous enfermés dans notre société, etc., et uniquement à se regarder le nombril dans l'introspection? Donc pour comprendre ça, il faut bien évoquer une forme de transcendance.
c'est-à-dire quelque chose qui va être supérieur à la société. La transcendance, Bergson va la trouver chez l'individu. Alors si vous grattez un peu et vous réfléchissez, vous comprendrez que la transcendance qu'il trouve chez l'individu, c'est pas très éloigné, Bergson est catholique, pratiquant, de l'étincelle divine que le Créateur a mis en chacun et chacune d'entre nous. Et évidemment, il y en a certains qui sont plus étincelants que d'autres. Jésus est manifestement plus étincelant que d'autres, le Bouddha aussi, et sans doute Luther, tout ce qu'on veut. Donc il y en a certains qui sont plus étincelants. Donc vous voyez comment cette philosophie, en même temps, elle est raccord aussi avec le catholicisme, avec donc je suis éclairé, pas éclairé. Alors, on pourrait multiplier comme ça les exemples et montrer comment. Mais ça ne vous surprend pas et ça correspond exactement à tout ce que vous pouvez penser politiquement. Et pourquoi cette philosophie donc, est tellement adorée dans ce premier XXe siècle, c'est précisément parce qu'elle ne remet pas en cause les fondements de l'ordre établi, qui ont que certains sont meilleurs que d'autres. Je le résume, mais cette philosophie, c'est la méritocratie républicaine. Si vous la fouillez, vous retrouveriez exactement la même chose. Donc ce que nous voyons ici, vous voyez, c'est que quand on regarde sociologiquement la philosophie, on ne peut pas la considérer comme indépendante, autonome, enfin indépendante du monde social dans lequel elle est produite. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que dans les raisonnements philosophiques eux-mêmes, nous retrouvons des éléments de pensée qu'on va appeler sociale, politique, tout ce que vous voulez, que donc la philosophie ne peut pas se présenter comme une pensée abstraite, éloignée, même quand elle prend l'apparence d'une forme d'abstraction. Alors on pourrait le montrer, mais je ne vais pas le faire, mais je vais vous renvoyer au texte de Bourdieu, mais on pourrait le montrer avec Martin Heidegger. Le texte de Bourdieu est peut-être connu, qui s'appelle L'ontologie politique de Martin Heidegger. C'est un texte publié en 1988 dans lequel Bourdieu montre, je vais essayer de... Alors il qualifie ça, j'aime beaucoup ce titre, il parle donc de Martin Heidegger, on est en 88, j'insiste sur la date parce que depuis, nous avons beaucoup plus d'informations sur Martin Heidegger, et en particulier la publication de ses séminaires dans les années 30 où il invite à l'extermination des Juifs, etc. Mais pendant longtemps, et même encore aujourd'hui, singulièrement en France, Bergson, Ricoeur, etc., Heidegger, tout ça c'est le même monde, donc Heidegger était intouchable au point que les gens qui disaient déjà dans les années 60-70 que Heidegger était quand même problématique, la philosophie était problématique politiquement, ont parfois attendu 10 ans pour pouvoir publier leur livre, tant les éditions étaient tenues et il était très dangereux académiquement de critiquer Heidegger. Donc en 88, quand Pierre Bourdieu fait cette lecture, aidé d'un philologue germaniste qui s'appelle Jean Mollac, mais même si Pierre Bourdieu est germaniste lui-même, puisqu'il a traduit des livres d'allemand en français, il fait un travail relativement neuf, et c'est ça que je trouve intéressant, parce qu'il lit Martin Heidegger avec la méthode que je suis en train d'essayer de développer devant vous, c'est-à-dire en se demandant quels sont les liens qu'il y a entre la vision du monde social qu'on a et la pensée qu'on produit, qui est une manière sociologique assez traditionnelle. Et c'est là où il va utiliser cette expression, il va dire la philosophie de Martin Heidegger, c'est une pensée louche. J'aime beaucoup ça parce que c'est un jeu de mots. Alors louche, pourquoi? Parce que, dit Bourdieu, louche, en grammaire, ça désigne le fait de dire quelque chose pour signifier, pour vouloir dire autre chose. C'est-à-dire que, donc, au premier sens, ça veut dire que Martin Heidegger semble nous faire de la philosophie, de la métaphysique conceptuelle, etc. Mais en réalité, il nous dit autre chose. Et en gros, il nous dit ce qu'est le nazisme. Il défend le nazisme, ce qu'essaye de démontrer Pierre Bourdieu, c'est pas simplement que Heidegger est nazi, mais qu'Heidegger est un philosophe nazi, ce qui est bien différent. C'est-à-dire que la philosophie de Martin Heidegger est nazie dans sa nature même. Donc je le répète, il montre ça en 88, alors que nous disposons de beaucoup moins de documents aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut vraiment avoir, je sais pas, la foi d'un philosophe français pour dire que Martin Heidegger n'est pas nazi. On a des traces de son antisémitisme dès 1917, une lettre envoyée à sa femme. On a les témoignages sur son comportement dans les années 20. On a des correspondances où il dit lui-même, mais en tant que Hitler n'est pas arrivé au pouvoir, il faut qu'on se cache. Donc dans nos écrits, on doit cacher notre nazisme. Et dès qu'on aura gagné, on y va, enfin, etc., etc. Donc les séminaires dans lesquels il a des propos antisémites explicites. En 1945, il déclare à la presse ce que les Allemands vivent est pire que ce qu'ont vécu les Juifs. 1945. Oui, je vois comme ça accumuler, ça devient difficile de dire qu'il s'était gouré, il avait pris la carte par hasard, parce que pendant longtemps, c'était ce qu'on disait. Il s'était trompé. En 1933, il a pris la carte en mai, parce que bon, il s'est dit pourquoi pas. Il a cliqué sur Internet, il avait dit NSDAP, là, j'adhère, oh merde, trop tard, tant pis, j'ai donné mon numéro de carte. L'année suivante, il a dit non, j'arrête quand même. Non, il a eu sa carte jusqu'en 1945, enfin, on a tous les informations. Mais bon, peu importe. En 88,
Bourdieu développe une méthode de lecture dans laquelle il voit déjà ça dans le texte, bien que nous ne disposions pas à ce moment-là de toutes les informations qui aujourd'hui nous permettent véritablement de donner beaucoup plus de poids encore à cette thèse. Pourquoi? Précisément parce que Pierre Bourdieu initie cette pensée qui est que quand vous êtes dans le, comme il dit Pierre Bourdieu, dans le champ philosophique, vous n'êtes pas hors du monde social. Vous êtes dans un monde social, certes, qui a ses règles, son vocabulaire, ses concepts, ses manières de penser, ses discussions, ses sujets de débat, etc. Mais ces sujets ont des formes de répondants dans d'autres champs. Et plus le champ est autonome, plus il nous donne l'impression de parler d'autre chose. Plus, comme dit Bourdieu, c'est sublimé. Et donc, si je prends Être étant de 1927 d'Heidegger, je peux effectivement le lire comme un ouvrage extrêmement profond de métaphysique, etc. Sauf que Pierre Bourdieu montre par exemple que vous avez des considérations sur la sécurité sociale. La sécurité sociale comme étant contraire à la nature humaine, puisque la nature humaine c'est le mouvement, le risque, etc. Sur le secours, le Richebeck, vous retrouvez toujours la même chose, la société du risque, enfin bon, bref. Vous avez toujours la même chose. Et donc, si la nature humaine c'est d'affronter le risque, etc., la sécurité sociale c'est non naturel, etc. Donc vous en avez des pages et des pages, on a envie de lire comme ça. Mais c'est dans un livre, je ne sais pas si vous l'avez ouvert, mais en farfouillant sur Internet, il y a des traductions gratuites, de Être étant, donc vous aurez du mal à vous dire, c'est incroyable, c'est pas un tract, ça ne se présente pas comme un tract pour le NSDAP. Pourtant, c'est de la pensée nazie, en bas. C'est-à-dire qu'il y a une philosophie qui marche avec le nazisme. C'est pas qu'une philosophie qui le justifie. C'est, au fond, une philosophie qu'on peut attacher au nazisme. De la même façon qu'il y a un art appelé réalisme socialiste qui lui aussi a donné une esthétique à l'Union soviétique, à cet homo soviéticus, c'est exactement la même chose. Donc, je répète, ce n'est pas une justification, etc., c'est cohérent. C'est-à-dire que tout ça dessine une forme de cohérence, ce qui nous amènerait, ce n'est pas notre objet, ce qui devrait nous amener à étudier le nazisme, non pas comme un gigantesque mensonge, mais d'abord et avant tout comme une vérité, même si ce n'est pas la nôtre. Parce que c'est comme ça qu'on comprend que ça a duré si longtemps. Si ça a duré longtemps, c'est pas parce qu'il y avait de la propagande à la radio, c'est parce qu'à un moment donné, c'est présenté comme une vérité et tout était cohérent. Philosophie, droit, histoire, etc. Ce sont les travaux, pour ceux que ça intéresse. Vous avez un historien tout récent qui a travaillé là-dessus, qui s'appelle Ioan Chapoutot, et qui a fait 3 livres là-dessus. Le dernier s'appelle La Révolution culturelle nazie, et dans lequel il montre, par exemple, que le nazisme suppose une certaine lecture de Platon. C'est-à-dire ça va partout. Ça ne s'arrête pas à un petit domaine, etc. Et c'est pour ça que c'est efficace. C'est parce que tout est cohérent. Ce qui veut dire donc que quand on veut mettre en place une société néolibérale, on doit tout changer. Qu'il y a un art qui va avec, il y a une école qui va avec, il y a une philosophie qui va avec, etc., etc. Donc ce que nous voyons, ce qui veut dire que tout est bon pour lutter, pour celles et ceux qui veulent lutter. L'art, la philosophie, oui, il n'y a pas de lieu qui serait déserté ou qui serait hors de tout ça. C'est exactement le même, et notre travail pourrait être de se demander où ça se niche. C'est pas un cynisme de la part des gens qui portent cette vision-là, s'ils y croient vraiment. Exactement, oui. Oui. C'est dans la préface de la Révolution culturelle nazie, Ioan Chapoutot prend un passage de Si c'est un homme de Primo Levi, et à un moment donné, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, Primo Levi, donc dans le camp, à Auschwitz, et il croise le docteur. Je ne sais plus comment il s'appelle, enfin, il y a le docteur qui fait des expériences, etc. Et il dit, il me regarde, et en regardant le regard de ce docteur, je comprends que ce regard ne me regarde pas comme un être humain. Je ne suis pas un être humain. Et Primo Levi propose dans ce livre, en tout cas, le geste qui est le geste finalement sociologique, et qui est le geste qui devrait nous sauver. Il ne dit pas c'est un barbare, c'est un fou furieux, etc. Il se dit, qu'est-ce qui peut l'amener, alors que c'est un être humain comme moi, à ne plus me voir comme être humain. C'est-à-dire que Primo Levi, vous voyez, ne reproduit pas le geste du docteur. C'est-à-dire qu'il ne dit pas il est inhumain, etc. Il dit, je dois le comprendre, c'est un être humain, même si lui me dénie mon humanité, etc. Qu'est-ce qui l'amène à faire ça? Et dans la même préface, Chapoutot raconte cette scène assez hallucinante, je crois que c'est en 1948, donc après la fin du nazisme, c'est un procès, parce que vous avez des médecins, donc ils sont 12 je crois, qui ont appliqué l'ordre donné, écrit par Hitler en 1938, de tuer les handicapés mentaux, etc. Donc vous avez c'est une sorte de préparation à la suite, mais donc vous avez des médecins qui tuent, qui assassinent, etc. Et donc en 1948, on fait un procès, on dit quand même, c'est pas bien, vous n'auriez pas dû le faire. Et ce qui est intéressant, c'est la défense de ces gens. Alors d'abord, ils disent, attendez,
Nous, il y avait des lois, c'est-à-dire que nous avons simplement appliqué un ordre. Donc pourquoi vous nous... Enfin, quelles sont ces lois que vous nous opposez et pourquoi ces lois seraient plus lois que les nôtres précédentes? Bon. Donc c'est leur premier ordre de défense. Mais surtout, le deuxième est beaucoup plus intéressant. Ils disent, oui, c'est pas mal ce que vous dites, etc. Sauf que nous, avec Platon, enfin ici toute une série comme ça de philosophes, ils disent, nous avons considéré à ce moment-là que ces handicapés n'étaient pas des êtres humains. Donc nous n'avons pas tué des êtres humains, nous avons tué des êtres, certes, qui n'étaient pas des êtres humains, donc vous ne pouvez pas nous reprocher d'avoir tué des êtres humains, parce que nous, c'est pas ce que nous avons fait. Et donc, alors ils sont acquittés, en fait, en 48 ans. Ils sont acquittés. Bon, donc, voilà, ils disent, pourquoi Jésus-Christ, c'est ce qu'ils disent en prétoire, pourquoi Jésus-Christ serait plus fort que Platon? Bon, alors, semble-t-il, ça a convaincu l'argument, personne n'a voulu dire que Jésus-Christ était meilleur que Platon, donc ils sont repartis libres. Mais au-delà de ça, dit Chapoutot à juste titre, il dit, voilà, plutôt que de penser qu'on fait l'histoire du mensonge, il faut comprendre pourquoi ces gens étaient persuadés de ça. Pourquoi? Et qu'est-ce qui fait? Et c'est tout le travail de Chapoutot de montrer que tout ça est cohérent. Il n'y a pas un seul endroit qui échappe au nazisme. Pas un seul. Donc toutes les activités en font partie. Donc si je veux comprendre ce qu'est le nazisme, je dois m'affronter à tout ça, y compris dans les oppositions, etc. Et que ce n'est pas, vous voyez, juste le NSDAP qui mène par le bout du nez les individus qui n'auraient rien compris, etc. La même chose pourrait être faite avec le soviétisme, dans les démocraties populaires, etc. C'est exactement la même chose. Vous prenez par exemple les travaux de la romancière qui a eu le prix Nobel en 2008, je crois, ou 2009, Svetlana Alexievitch, qui essaye de dresser témoignage de l'homo soviéticus. Bon, et ben c'est ce qu'elle montre. Elle dit, ça a marché, parce qu'elle commence, je ne sais plus comment s'appelle son livre, enfin l'un de ses livres, et elle dit, le régime soviétique a voulu faire un nouvel homme, il a réussi. Et nous sommes ces homo soviéticus, et elle essaye de mesurer, au moment de la disparition, ce qu'il en reste. Et elle dit, ça a existé, nous avons été des individus, et qu'on ne peut pas réduire ces individus à être les victimes d'un mensonge. Donc, vous voyez que, paradoxalement, peut-être, nous abandonnons l'idée d'un être humain abstrait, etc., d'une commune humanité, mais la nature sociale des êtres humains leur rend, vous voyez, aussi beaucoup de choses, puisque au lieu de les prendre pour des imbéciles, victimes d'une propagande, nous leur restituons une forme d'intelligence et de compréhension. Et que c'est aussi une manière d'apprendre à être critique sur soi, puisque c'est en restituant de la vérité aux autres que nous pouvons aussi réfléchir sur nos propres vérités à nous qui nous paraissent indépassables, indiscutables, etc. Donc vous voyez que ça marche dans les deux sens. Si j'en prête aux autres, je peux m'en enlever paradoxalement à moi, ou du moins revérifier si toutes mes certitudes sont si justes que cela. Donc, Pierre Bourdieu, vous voyez, le montre avec Heidegger de manière tout à fait... je ne vais pas vous en trouver trop, mais je voudrais vous montrer le passage, mais je ne sais plus si je l'avais noté, mais enfin, voilà, il y a un moment donné où il prend un mot allemand, donc il montre comment Heidegger joue sur le fait que ce mot veut dire sécurité sociale dans le langage courant. Alors Heidegger l'utilise de manière conceptuelle, philosophique, etc. Mais il montre, Bourdieu, comment en réalité, Heidegger, dans un passage très conceptuel des traitants, Martin Heidegger condamne la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'il donne la philosophie qui va avec la critique de la sécurité sociale. Donc, il y a cette idée que les mondes raccordent. Donc vous voyez que ça nous amène progressivement à l'idée que je voulais envisager avec vous, qui est de dire, mais alors, si tout se tient, et si nous considérons que la démocratie, c'est un peu ce qu'on avait fait à la première intervention, si nous considérons que la démocratie, c'est pas simplement un ensemble de procédures, mais que c'est un régime, c'est-à-dire une forme sociale complète, totale, nous devons nous demander un minimum, mais quelle philosophie va avec? Puisque vous voyez, nous avons des raisons légitimes de nous inquiéter du caractère démocratique de la philosophie qui est servie en classe terminale. Je ne vais pas prolonger, mais je pense que c'est une philosophie qui installe dans les têtes plutôt des réflexes conservateurs que des réflexes, vous voyez, si vous pensez qu'à vous libérer tout seul, ce n'est pas exactement une libération de nature collective, etc. Donc on peut interroger ce que produit ce type d'enseignement et se demander à minima si c'est si critique que cela, du moins si nous considérons que notre monde est gangréné par l'individualisme. Il faut plutôt voir dans la philosophie telle qu'elle est pratiquée, ce n'est pas la philosophie en général, mais telle qu'elle est pratiquée, une sorte de mise en musique de l'individualisme testé et retesté par les élèves de la première année, enfin du premier jour jusqu'au dernier. Tout ce qui compte, c'est ma note, la note des autres, je m'en fous, je peux réussir tout seul. L'école est un apprentissage de l'égoïsme, bien entendu, puisque plus je pense qu'à moi, et plus je réussis. Donc vous n'avez pas de note qui vous récompenserait parce que vous avez aidé les autres. Enfin, peut-être que vous avez quelques bons points, mais c'est pas avec ça qu'on réussit Polytechnique.
Donc plus je pense à moi, plus je réussis. Donc la philosophie, vous voyez, peut-être, on peut se poser la question. Alors est-ce qu'on peut en trouver une qui pourrait être associée? Alors c'est là où moi, puisque je suis historien de l'Antiquité grecque, j'ai été la chercher là où a priori elle n'existe pas, c'est-à-dire j'ai été la chercher avant Platon. Et c'est la dernière partie de mon propos aujourd'hui. Donc vous savez que Platon-Socrate, hein, les deux, on va laisser de côté savoir si Platon dit ce que Socrate a pensé ou non, on va considérer que, donc je dirais Platon, mais indépendamment de Socrate ou non, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc Platon se pose comme, et est souvent présenté comme le fondateur de la philosophie. Donc autant revenir au fondement grec, et voyons si ce que j'ai dit tout à l'heure sur Bergson et sur d'autres vaut aussi pour Platon. C'est d'autant plus intéressant qu'a priori, Platon, il est dans une cité démocratique. Alors je laisse de côté, on en avait parlé je crois la première fois, mais la question des femmes, des esclaves et des étrangers, à la tarte à la crème de pourquoi la démocratie athénienne n'est pas une démocratie, puisque au fond, la définition de la citoyenneté n'empêche pas de penser la démocratie. Puisqu'après tout, vous pouvez avoir un régime démocratique et simplement élargir la citoyenneté. D'ailleurs, nous ne sommes pas si gênés par l'exclusion des femmes pour la Troisième République. On apprend encore que la Troisième République, c'est l'avènement de la démocratie en France. Il manque juste la moitié du corps électoral. Mais bon, alors maintenant on commence à dire c'est le suffrage universel masculin. Bon, universel et masculin, ça marche ensemble. Bon, il faudra me l'expliquer. Mais c'est une façon de sauver le suffrage quand même universel. Donc, et ça ne nous dérange pas. Ça n'empêche pas de dire la République, l'égalité scolaire, alors que c'est démenti en termes de femmes. Donc vous voyez, si on applique ce raisonnement à la Troisième République, vous allez me le passer pour la démocratie athénienne, et on va considérer que ce n'est pas ça. Donc, véritablement, la question, c'est pas parce que les femmes ne vont pas à l'Assemblée que ce n'est pas une démocratie. Ce qui vous intéresse, c'est d'abord et avant tout les pouvoirs des citoyens, la délibération, etc. Bon. Je la fais courte, mais disons que la démocratie athénienne, au 5e siècle avant Jésus-Christ, elle se présente comme un régime authentique dans lequel les individus ont effectivement le pouvoir. Je ne le démontre pas, enfin, je pourrais le faire si on a un petit peu de temps après, mais ce n'est pas mon enjeu ici. Ça, c'est la première chose. Donc, toutes les raisons d'aller chercher philosophiquement. J'ai bien dit au 5e siècle avant Jésus-Christ, alors pour ceux qui sont au fait de la chronologie, Platon est du 4e siècle avant Jésus-Christ. Hein, donc, je m'intéresse, moi, surtout à la démocratie athénienne du 5e siècle avant Jésus-Christ, donc avant Platon, en considérant que Platon est un adversaire de cette démocratie et qu'il va la combattre philosophiquement. On va voir comment. Alors, ça c'est un. Mais, me direz-vous, bah ouais, mais enfin, de toute façon, si Platon est l'inventeur de la philosophie, alors il n'y a pas de philosophie au 5e siècle et il n'y a pas de raison de voir une philosophie au 5e siècle. Alors en fait, il y en a une, c'est ça que je voudrais voir avec vous, et nous en avons une trace, d'abord, une première, avant même Platon, qui se trouve dans un texte qui s'appelle L'Oraison funèbre. C'est un texte qui se trouve dans le livre 2 de l'historien athénien Thucydide, qui a écrit La guerre des Péloponnèse, peu importe, et c'est un discours de Périclès, donc le grand dirigeant athénien, qu'il prononce en 430. C'est un discours en l'honneur des morts à la guerre. Chaque année, les Athéniens honorent leurs morts à la guerre, et donc il y a un citoyen qui est élu pour prononcer un discours d'éloge, ce qu'on appelle l'oraison funèbre. Et donc Périclès, c'est la première année de la guerre qu'il a voulu, qu'il a encouragée, donc il se fait élire pour pouvoir défendre en fait la guerre. Et donc c'est un grand discours qui est reproduit par Thucydide, alors vrai ou faux, peu importe, parce qu'il s'adresse à des gens qui l'ont entendu, donc c'est vraisemblable, au fond, le contenu. Il n'y avait rien de choquant quand on le lisait, même si c'est pas au mot près ce que Périclès a pu dire. Et à un moment donné, puisque c'est un discours, on dirait aujourd'hui, d'union nationale, hein, où tout le monde doit se faire corps derrière sur la cité pour dire on est prêt à mourir, etc. Et il définit, à un moment donné, au fond, il dit qui sommes-nous, nous les Athéniens, nous. Hein. C'est très rare, dans un texte grec, on utilise la première personne du pluriel, hein, nous. Et il dit, alors d'abord, pour pouvoir traduire l'église, je vais prendre deux traductions. La première traduction, tout à fait scientifique, etc., je crois que c'est de Jacqueline de Romilly, elle dit nous cultivons le beau dans la simplicité et les choses de l'esprit sans manquer de fermeté. Voilà, ça c'est traduit. Mais quand vous regardez le texte grec, je laisse les mots grecs, peu importe, on pourrait plutôt traduire nous aimons sans extravagance la beauté, et c'est surtout la suite qui nous intéresse, et nous philosophons sans mollesse. Autrement dit, la définition que Périclès donne du citoyen, c'est de tous les citoyens. Nous philosophons. C'est-à-dire ce qui fait de nous des citoyens, c'est que nous philosophons. Donc vous voyez que pour Périclès, il y a une forme d'adossement de la citoyenneté à la philosophie, au point que tout citoyen philosophe. Alors, vous voyez, la traduction
traduction, c'est pour ça que j'ai pris les deux traductions, la première traduction efface ce problème, puisqu'on se dit, mais attends, mais qu'est-ce que vient faire la philosophie? Il n'y a pas encore Platon, donc on préfère parler, vous voyez, les choses de l'esprit, alors que le verbe grec est vraiment nous philosophons. Hein. C'est pas possible de le traduire autrement, c'est vraiment ça. Et donc vous l'avez, donc vous avez l'existence, la preuve d'une forme d'existence avant Platon, vous voyez, de quelque chose qui s'appelle la philosophie. Alors quand vous lisez Platon, qu'est-ce que vous avez? Vous avez, ben non, pas du tout, puisque nous dit Platon, avant Socrate, et avant moi, Platon, on avait les sophistes, hein, dont vous avez sûrement entendu parler, qui vendaient leur savoir pour l'argent, qui enseignaient avec la même efficacité que A était vrai ou que non A était vrai, hein, donc tout et son contraire, pour le traduire, et donc ils sont présentés par Platon comme des faussaires, en quelque sorte, hein, des gens qui... Alors, donc, a priori, y compris dans les cours de terminale, pour nous, la philosophie commence, même s'il y en a un peu avant avec Thalès et l'école d'Ionie, mais je laisse ça de côté, la philosophie commence avec Platon et l'apologie de Socrate, et donc Socrate qui meurt pour sa vérité, pour ses idées, hein, puisqu'il est assassiné, enfin il est condamné à mort, donc par les gens qui ne l'auraient pas compris, etc., etc. Donc vous avez le modèle du philosophe plus intelligent, supérieur, qui comprend, voilà, que vous trouverez également dans le mythe de la caverne de Platon. Hein, le philosophe, c'est celui qui va à la lumière, qui au départ est ébloui, voit les idées, la vérité, et quand il revient dans l'obscurité, dit aux hommes, vous gourrez absolument, voilà ce que j'ai vu à la lumière, tous les autres rigolent et disent, mais t'es un taré. Hein. Donc vous avez le modèle de l'individu tout seul, qui comprend tout seul à la place, et c'est ça le philosophe platonicien. Donc par définition, vous voyez que cette vision du philosophe ne va pas avec nous philosophons, puisque nous philosophons, c'est nous, tout le monde. Il n'y a pas une formation spéciale, il n'y a pas une nature particulière, il n'y a pas d'intelligence plus grande, tout le monde philosophe. C'est le propre même du citoyen. Vous voyez que déjà, vous mesurez l'écart qu'il y a entre la philosophie platonicienne, etc. Bien. Donc ça, c'est le point de départ. Mais on peut prolonger. Alors d'abord, d'un mot sur l'argent, hein, puisque c'est une accusation bien connue hein, sur les sophistes. On dit, les sophistes, ils n'étaient pas philosophes, parce que Socrate, lui, donnait son enseignement gratuit. Il se baladait sur l'agora, il interpellait, il interrogeait, alors que les sophistes, il fallait avoir de l'argent pour suivre leur enseignement. Donc, l'inégalité, etc., etc. Alors, est-ce qu'on peut résoudre ce problème? D'abord, historiquement, je vais laisser ça de côté rapidement, mais historiquement, il semble que ce soit vraiment, comment dirais-je, à minima une exagération. C'est-à-dire que les sophistes enseignaient à beaucoup de gens et pas nécessairement à ceux qui leur donnaient de l'argent. On va même laisser ça de comprendre. Et on va essayer de comprendre philosophiquement pourquoi Platon décide d'insister là-dessus. C'est-à-dire pourquoi l'argent, a priori, poserait problème à Platon et qu'est-ce que ça peut dire les sophistes au-delà de la réalité ou non de leur rapport à l'argent. Si vous lisez un petit peu de Platon, en particulier le banquet, vous y trouverez une conception de l'enseignement. Cette conception, elle est manifestée dans le lien entre ce qu'en grec on appelle les romaines et les rastes, celui qui aime et celui qui est aimé. Et dans le dialogue, le banquet, ça se manifeste dans la relation qu'entretiennent Alcibiade et Socrate. Alors je vous raconte rapidement. Le banquet, c'est un dialogue donc platonicien dont le sous-titre est sur l'amour. Hein, ça parle de l'amour. Donc Agathon a gagné, donc c'est un personnage noble, etc. Agathon en grec, Agathos c'est le bon, hein, le bon, il est déjà très beau, son nom dit qu'il est beau, hein, dit ce qu'il est. Donc semble-t-il qu'il n'a pas forcément existé, mais peu importe. Donc il gagne un prix et il dit, je vais fêter un prix de poésie, et il dit, je vais fêter ça chez moi. Hein. Donc on va organiser un banquet, symposion en grec, ils mangent avant et ils boivent après. Hein. Donc ils mangent à la maison, et ensuite ils se torchent la gueule ensemble. C'est ça un banquet, un symposion, boire avec. Donc on mange, le banquet c'est juste la boisson, hein, donc on fait tourner le cratère, etc. Voilà. Alors Agathon il dit non mais avant de se boire la gueule quand même j'ai gagné un prix de poésie, nous sommes tous intelligents, on va essayer de faire un petit concours entre nous. Hein. Je vous donne un sujet, l'amour, et vous allez tous faire un truc comme ça avant de vous bourrer, ça vous fera passer un peu le temps. Donc vous avez successivement un discours, cette série de discours. Alors il y a Socrate, dont le dialogue nous dit qu'il s'est fait beau pour l'occasion, il a mis des sandales, et donc parce que l'étude rend toujours comme un pauvre malheureux, c'est Colombo, hein, Socrate, vous voyez, donc il est toujours un peu avec un alpère troué, voilà. Non mais je dis ça parce qu'il a la même fonction. Vous savez, Colombo c'est une série de gauche, hein, c'est tout à fait délibéré, puisque c'est une série dont tous les adversaires, entre guillemets, de
Colombo sont des gens célèbres, riches, etc. Et c'est le besogneux par le travail qui réussit à gagner contre ceux et celles aussi qui pensent être meilleurs que les autres. Mais c'est totalement délibéré, hein. C'est une série de gauche, c'est pour ça que je m'amuse avec ça. Mais il ne s'habille pas comme ça parce qu'il est pauvre, parce que ça fait partie de sa philosophie. Tout à l'heure, on a dit que ça apprend à vivre, et dans l'Antiquité encore plus. Donc l'habillement fait partie de la philosophie. C'est-à-dire votre coupe de cheveux, etc., dit qui vous êtes. Bien. Donc, ils font ce discours, donc le truc, arrive Socrate, et alors Socrate, il fait toujours comme d'habitude chez Platon, il dit non, moi je ne sais rien sur ce sujet, non. Alors on dit, mais quand même, Socrate, alors il dit, oui, mais genre, je vais vous raconter ce que quelqu'un m'a dit, alors il se lance dans un grand discours qui est en réalité une réflexion sur ce qu'est la philosophie, hein, qui se cache derrière Eros, pour lui, l'amour, et qui est donc la fille de Poros et Pénia, donc de la pauvreté, et Poros, c'est les moyens, les ressources qu'on met en œuvre pour agir. Voilà. Donc il y a un rapport, dit-il, entre la philosophie et la pauvreté et les ressources, puis arrive enfin Alcibiade. Donc quand vous lisez le banquet, vous comprenez que progressivement, ce n'est pas un dialogue sur l'amour, mais un dialogue sur ce qu'est la philosophie. Ça répond à la question, qu'est-ce que la philosophie, même si ça semble parler d'amour. Et arrive ensuite donc Alcibiade. Alors lui, Alcibiade, il a commencé tout seul chez ses copains, donc il arrive bourré. Alcibiade, c'est un jeune garçon très beau, qui fait tourner la tête de tout le monde, fille, garçon, tout le monde lui tombe dans les bras, enfin voilà, c'est je ne sais pas s'il y a un équivalent, vous choisirez le vôtre, après tout, naturellement nos conjoints respectifs. Donc chacun prend le sien, la sienne, et donc, mais il est connu historiquement pour avoir séduit des hommes, des femmes, la femme du général perse qu'il avait hébergé, enfin bref, il a des histoires de cul partout, donc il arrive, c'est vraiment le plus beau, quoi. Et donc il arrive et il dit, donc il est bourré lui aussi, il est escorté d'amis, et puis il voit Socrate qui est juste à côté d'Agathon. Et il dit, Socrate, comme d'habitude, tu es à côté du beau jeune homme. Il dit, mais attention, Agathon, je te mets en garde contre cet individu parce qu'il est extraordinairement dangereux. Et là, il se met lui aussi à sa façon à raconter, enfin à faire lui aussi un petit discours sur l'amour. Vous comprenez, le dialogue est construit, bien sûr, ça ne raconte pas quelque chose qui s'est passé, c'est une œuvre littéraire de bout en bout, et il va raconter donc la relation qu'il a avec Socrate. Donc, vous avez compris, Alcibiade, il pense que personne ne lui résiste. Alors, au départ, il rencontre par hasard sur l'agora Socrate qui se balade, il dit qu'est-ce qu'il est vraiment, voilà. Puis il l'entend parler, il dit et je suis saisi par la beauté de cet individu dès qu'il parle. Vraiment, c'est incroyable. Donc je me mets chaque matin à aller sur l'agora pour écouter Socrate. Puis je l'accompagne quand il se balade, etc. Puis il dit il y avait quand même une façon de me regarder qui me donnait l'impression que je ne le laissais pas indifférent. Donc, Alcibiade, mon garçon, un peu séduit par Socrate, puis aussi flatté que Socrate, personnage quand même un peu connu, s'intéresse à lui, monte un stratagème pour essayer de permettre à Socrate de se déclarer. Donc, comme ils font des balades, à un moment donné, il dit je vais poser plein de questions, tous les autres vont rentrer chez eux, puis on arrivera, ce sera trop tard, on sera obligé de coucher sur place, et là, Socrate, on ne sera plus que tous les deux, il pourra me sauter dessus, et tout ira très bien. Et donc c'est ce qu'il fait, ça marche, il pose des questions, tous les autres rentrent chez eux, ils disent excuse-moi, j'ai autre chose à faire, etc. Donc, puis il ne reste plus, etc. Oh, alors Alcibiade dit c'est incroyable, Socrate, il va faire nuit, on ne peut pas rentrer à Athènes, etc. Il dit, alors, il dit bon, on n'a qu'à dormir là, alors ils dorment là. Alors, vous imaginez l'état d'excitation d'Alcibiade, qui se met sur son petit lit, tremblant, en attendant que Socrate se précipite sur lui. Mais malheureusement, ça ne se passe pas comme à l'aumônerie catholique, donc il attend et il ne se passe rien. Et donc, à partir de ce moment-là, il dit, quand même, Socrate, allez, j'ai bien compris ton petit jeu, etc. Tu peux, allez, viens, c'est bon. Alors, mais Socrate, il n'a pas du tout, ça ne m'intéresse pas du tout, de quoi tu parles, etc. Alors, il commence à être vexé, il dit, le coup de l'indifférence, ça commence à bien faire. Donc, au bout d'un moment, énervé, il se lève, il va dans le lit de Socrate, et en disant, bon, maintenant, vas-y, ça suffit. Et dit Alcibiade, croyez-le si vous le voulez, puisque c'est le plus bel homme du monde qui se met dans votre lit, il dit, je me suis réveillé comme si j'avais dormi à côté de mon propre frère, et Socrate ne m'avait toujours pas touché. Il dit, à ce moment-là, j'ai compris ce que faisait Socrate. C'est qu'au départ, il fait semblant de vous aimer, et donc vous êtes dans la situation d'être aimé. C'est une situation donc assez classique dans l'éducation telle qu'elle est conçue, dans ce rapport pédérastique, comme on dit, où donc le jeune est aimé, ne doit pas aimer son maître, et le maître est celui qui aime, et donc il y a cette relation un peu passivité-actif, enfin bref, je développe. Et vous le savez sans doute, mais peu importe.
Et notre Alcibiade dit, donc ça dépasse, ça commence un peu normalement. Donc moi, finalement, il m'a appâté quoi, en faisant comme ça. Et puis je me suis aperçu après cette nuit que c'était l'inverse, que Socrate se faisait aimer, que c'était moi qui l'aimais, et que désormais je ne pouvais plus me passer de lui en quelque sorte. Et c'est là où vous comprenez la question de l'argent. Parce que fait l'argent quand il y a de l'argent? Qu'est-ce qui se passe? Et au fond, c'est une manière de dire je ne te dois plus rien. C'est-à-dire votre maître vous a enseigné ce qu'il avait à vous enseigner, donc vous ne lui devez plus rien, c'est fini. C'est-à-dire il a transmis, partagé son savoir, etc. Côté Socrate, vous n'en avez jamais fini avec votre maître. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre le savoir enseigné, votre maître. Et que donc le savoir ne suffit pas. Vous êtes lié à votre maître et donc vous avez une forme de dépendance. Alors vous voyez comment ça peut être à la fois présenté de façon positive pour nous, en disant pas d'argent pour le savoir, pas d'argent pour la culture, mais ça peut aussi être pensé comme étant, vous voyez, une négation du lien démocratique qu'on doit avoir. Le lien démocratique doit faire que je ne dois pas être sous l'influence de quelqu'un, et que même si à un moment donné j'ai besoin d'être éduqué, d'apprendre, cette relation et ce lien d'apprentissage ne doit pas se traduire par un lien de dépendance permanent. Pas de maître en démocratie. Puisque sinon, ça veut dire que ces maîtres ont vocation à être nos maîtres aussi à l'Assemblée. Donc, vous voyez que... C'est pour ça que je laisse de côté si diverser ou non de l'argent, mais ce qui m'intéresse, c'est la nature du lien. C'est-à-dire que tout d'un coup, le rapport pédagogique platonicien, socratique, il induit une forme de dette permanente. Vous ne pouvez pas rembourser. Alors, on peut dire, c'est pas de l'argent, c'est super, je l'ai écrit ça, donc on peut le faire. Mais maintenant, je m'aperçois que non, en fait, non, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'en réalité, non, il est important d'éteindre cette dette parce que c'est une façon d'affirmer que vous êtes devenu pleinement citoyen. Et que, étant pleinement citoyen, vous êtes donc l'égal de tout autre citoyen, fût-il philosophe et fût-il votre maître. Donc le fait d'avoir été le maître ne vous donne pas un privilège permanent sur les autres individus. Donc, vous voyez que déjà dans le type d'enseignement, dans le rapport global au savoir, vous avez chez les sophistes quelque chose qui peut déjà aller dans le sens, vous voyez, de ce que doit être une philosophie de la démocratie. C'est une philosophie dans laquelle nous veillons à ne jamais entretenir des relations asymétriques les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que les différences de savoir, y compris dans l'éducation, les différences de savoir, y compris dans l'éducation, ne doivent pas autoriser des formes, légitimer des formes de domination. Ce qui est un vrai problème, parce que on voit bien comment c'est très facile de fabriquer de la domination à partir d'une relation pédagogique. Et sans surprise d'ailleurs, ces relations de domination ont parfois des contreparties sexuelles, sans surprise, puisque c'est le même type de relation. Donc on peut basculer dans d'autres types de relations, précisément parce que c'est de la domination. C'est pour ça que j'ai fait une petite allusion tout à l'heure à l'Église catholique. C'est parce que le problème, c'est qu'une structure pyramidale dans laquelle quelqu'un a du pouvoir sur tous les autres, ça ne s'arrête pas simplement au pape, aux évêques, et ainsi de suite. C'est une manière de penser les relations humaines qui ne s'arrête pas là, et qui donc, sans surprise, se retrouve ailleurs. Vous voyez que déjà, nous avons une première trace. C'est-à-dire que nous devons veiller à considérer que la philosophie ou l'activité intellectuelle ne peut pas être reconduite à la fin à l'individu qui la produit. C'est-à-dire que la philosophie que nous produisons, elle est à tout le monde, et elle a vocation à être à tout le monde, et elle n'est pas la propriété de quelques-uns. Donc ça va dans le sens, vous dites, d'un niveau d'éducation le plus élevé possible. Autrement dit, c'est une façon de dire que le « nous philosophons » de Périclès n'a de sens que s'il y a un système éducatif qui va avec. C'est-à-dire si on se donne les moyens qu'effectivement tous les citoyens soient en capacité de se reconnaître dans ce « nous philosophons », quelle que soit leur manière de philosopher. Autrement dit, être citoyen, c'est une manière de penser. Voilà. Et que c'est ce que nous devons avoir en partage. Ça, c'est la première chose. Maintenant, si on continue à creuser chez les sophistes, tels que Platon les décrit, nous avons des éléments qui nous permettent d'aller plus loin. Première chose qu'on trouve chez les sophistes, c'est l'absence de transcendance. Il n'y a rien d'extérieur aux réalités humaines et sociales. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne peux pas évoquer, quand je pense, pour expliquer quelque chose qui va se passer, quelque chose qui serait transcendant, quelque chose d'extérieur. Pourquoi? Parce que cette transcendance échappe au débat. Si je dis c'est Dieu qui est à l'origine d'eux, ça ne s'explique pas, c'est une transcendance, donc j'y crois pas, etc. Après tout, c'est mon affaire. Mais ça ne me permet pas de débattre avec les autres, puisque l'évocation de cette transcendance
au fond, ne relève pas ni d'une observation, etc. Donc, philosophiquement, au fond, nous sommes soumis définitivement à l'immanence. Et là, vous retrouvez le geste des sciences sociales et des sociologues qui disent que nous avons la réalité sociale et que tout est à l'intérieur. Et que rien n'échappe à la réalité sociale. C'est exactement la même chose, même si on est au 5e siècle avant Jésus-Christ, et donc c'est pas la même façon de le dire, mais c'est exactement le même type de pensée. Pas de transcendance. Ça se retrouverait dans la religion, si vous cherchez ce qu'on appelle de manière très impropre la religion grecque. Si vous regardez, ils font exactement pareil. Vous savez, parce que vous pouvez me dire, mais enfin, pourtant les Grecs, ils sont plutôt... Mais non, pas du tout. Quand ils vont... vous savez, à Delphes, il y a la Pythie, elle se shoot au laurier pour vous savoir ce qui va vous arriver, donc elle remet l'oracle, et ensuite, vous rentrez chez vous, mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez, des fois c'est la cité qui dit, est-ce qu'on doit faire la guerre contre un tel? Alors ils envoient les ambassadeurs à Delphes pour interroger la Pythie. Donc ils font la queue, ils remettent la petite question, elle est hop, elle dit, on ne sait pas trop ce qu'elle dit, puis les prêtres remettent un petit papier en disant, voilà ce qu'elle a dit. Voilà. Alors, hop. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne disent pas, Apollon a parlé. Ils rentrent dans la cité, ils vont à l'assemblée, ils disent, voilà ce que nous a répondu Apollon. Alors comme ils ne comprennent rien, eh ben, ils votent. Et ils essayent de comprendre ce que Apollon a bien voulu dire. Donc vous voyez, Apollon n'est pas conçu comme une transcendance, puisque même si a priori ça vient de l'extérieur, ça repasse par le cadre démocratique qui en fait de l'immanence. C'est-à-dire qu'on est obligé de penser ce que le Dieu a dit. C'est-à-dire que le Dieu, quel qu'il soit, ne se suffit pas à lui-même. C'est-à-dire que, y compris, vous voyez, dans l'ordre des dieux, il y a vous voyez, un passage par l'immanence. C'est-à-dire que tout passe par le truchement de l'assemblée et de la cité. Donc c'est l'immanence et pas la transcendance. Autre élément, celui-ci vous le connaissez parce que c'est une affirmation de Protagoras ultra connue, l'homme est mesure de toute chose. C'est-à-dire que l'homme dans le texte, c'est l'être humain. Quand on regarde, c'est anthropos en grec, ce qui en grec veut dire l'être humain et pas l'homme, c'est-à-dire c'est pas l'homme au sens le mâle, c'est bien l'être humain. L'être humain est la mesure de toute chose, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre point de départ que l'être humain, et c'est depuis l'être humain que nous pensons, ce qui est une manière de revendiquer l'égalité démocratique. C'est-à-dire qu'il n'y a de savoir que les êtres humains, et donc les êtres humains sont à égalité devant leur opération cognitive, et il n'y a rien d'autre que l'être humain. Donc vous voyez que c'est une affirmation qui est profondément démocratique. Alors, autre élément qui a pu souvent poser problème, c'est le rapport à la vérité des sophistes. Je vous l'ai dit, les sophistes sont connus pour apprendre à argumenter ce que vous voulez. Vous voulez argumenter que la Terre est plate, le sophiste sait vous apprendre à démontrer et à prouver, à convaincre les autres. Vous voulez démontrer que la Terre est ronde, les sophistes vous apprennent, etc. Donc Platon utilise cet apprentissage de la rhétorique pour dévaloriser les sophistes en disant, vous voyez, ils se foutent de la vérité, puisque pour eux, ils vous apprennent aussi bien la vérité que le mensonge. Si on y réfléchit démocratiquement, et si vous faites le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, eh bien vous voyez que ce n'est pas un problème et que c'est précisément un véritable apprentissage démocratique. Apprendre à argumenter ne doit pas consister à apprendre une argumentation. Donc si j'ai face à moi des futurs citoyens et citoyennes, je dois leur apprendre à argumenter, quelle que soit l'argumentation qu'ils ont, puisque je dois a priori préserver leur liberté intellectuelle et leur liberté de choisir la position qui est la leur. Donc apprendre à dire aussi bien que la Terre est plate que la Terre est ronde, eh bien c'est effectivement un enseignement de nature démocratique, c'est-à-dire c'est un enseignement qui ne met pas l'accent sur le contenu, mais bien sur les moyens d'acquérir une conviction et de convaincre les autres, qui est ni plus ni moins ce que nous avons à faire comme citoyens et citoyennes. Et à ce moment-là, on peut se dire que nous sommes protégés de nos propres exagérations par les autres. Parce que plus je raconterai n'importe quoi, et plus la conviction sera difficile. Donc vous voyez comment on peut considérer qu'on s'auto-surveille et qu'on n'a pas besoin d'une loi sur les fake news, de toute une série d'institutions qui seraient censées valider à notre place les propos. Mais bien sûr, ça signifie aussi que nous devons accepter que tous discutent, y compris nos propres évidences, y compris celles qui nous tiennent le plus à cœur, etc., celles qu'on ne voudrait pas entendre parfois à la contestation. Donc vous voyez, ça a un côté toujours généreux, mais il faut toujours imaginer que nous n'aimerions pas nécessairement allumer la télé, la radio, etc., et être tous les jours confrontés à un argumentaire anti-sécurité sociale. Enfin, si ça oui, parce que c'est tous les jours. Donc ça oui, on a pris l'habitude. Mais d'autres éléments, en tout cas, nos puissants n'aimeraient pas que tous les jours, vous voyez, il y ait des émissions sur pourquoi il faut sortir de l'euro. Ils adorent la liberté de penser, etc., mais ce n'est pas ça que vous avez. Que ce soit juste ou non, c'est pas mon propos, mais c'est juste pour vous montrer que, vous voyez, il faudrait envisager un système dans lequel tout ça serait en permanence remis en question, même les choses avec lesquelles l'immense majorité d'entre nous sommes d'accord.
C'est-à-dire la manière athénienne de penser la démocratie, c'est de se dire que c'est en étant confrontés aux contradictions, à ce que nous n'avons pas envie de voir, que nous vérifions que nous sommes toujours d'accord avec ce que nous pensons. Alors que nous avons souvent la tentation de nous confronter toujours à ce qui va dans notre sens. On lit le dernier Lordon, on va voir le film de Ruffin, on écoute Mélenchon, etc. Vous voyez, donc on a l'impression comme ça que tout va bien. Hein, le cinéma est peuplé de gens qui sont d'accord avec nous, on applaudit tous en même temps, etc. Et on n'imagine pas aller voir le documentaire, je ne sais pas s'il n'y en a pas, mais peut-être, pourquoi pas, un jour, le futur documentaire de Bernard Arnault pour nous expliquer à quel point il a beaucoup travaillé pour la France, etc. Mais quand même, vous voyez? Non, mais c'est pour nous dire qu'il faut qu'on réfléchisse sur ce qu'implique la démocratie et que c'est toujours plus facile de l'envisager quand on entend ce qu'on a envie d'entendre. Mais précisément, si la démocratie doit être prise au sérieux, c'est qu'elle doit nous faire entendre ce que nous n'avons pas envie d'entendre. Et que nous ne devons pas en avoir peur. Et qu'au contraire, nous devons apprendre à nous confronter à ça. Et que vous voyez que dans cette idée que toutes les opinions se valent, qui nous heurte, toutes les opinions se valent, c'est la condition même de la démocratie. Parce que si vous commencez à dire « Ah ben non, pas celle-là », mais quel est le statut de celui qui va la défendre? Ben, il est moins citoyen que vous, puisque lui, il n'a pas le droit d'avoir cette opinion, puisque vous allez lui dénier. Donc vous voyez bien que si vous voulez vous faire reconnaître le droit d'avoir une opinion, vous devez reconnaître l'opinion aux autres. Mais évidemment, juste son opinion. C'est-à-dire que lui ne peut pas nous présenter son opinion comme une vérité universelle. Ou alors, il doit nous convaincre. C'est la limite. Oui. Je dirais que ça, c'est un peu, pour moi, la base des pensées terroristes, enfin, des pensées de terroristes islamistes, parce qu'on refuse systématiquement le discours de ces jeunes générales, et puis après, ils se retrouvent enfermés entre eux, à penser que justement, ce qu'ils apprennent est juste et bon. Après, il n'y a plus personne qui se confronte à eux, et ça me paraît terriblement dangereux quand on dit maintenant qu'on refuse qu'il y ait des débats ou au moins des propos, même racistes. Enfin, je trouve que c'est grave. D'un côté, on peut dire que c'est antidémocratique, mais de l'autre côté, ça empêche justement d'argumenter, de contre-argumenter, de mettre en débat. Et ça enferme les gens dans leur propre pensée. Oui, mais vous voyez que c'est là où intervient le rôle de la philosophie. C'est que nous devons avoir une philosophie qui va avec, qui nous sort du débat moral pour savoir est-ce que c'est bien, mal d'entendre, etc. Parce que effectivement, ce débat, il est infini et on ne s'en sort pas. Ça fait 40 ans qu'on fait des cours à l'école contre le racisme et on devrait constater que ça ne marche pas. Donc on devrait à minima s'interroger et se dire que c'est pas par là qu'il faut le prendre, parce que sinon, on aurait trouvé la clé depuis le temps qu'on fait. Moi, en 80, quoi, c'était 5-6, j'avais un petit truc jaune avec Touche pas à mon pote. On faisait des cours, on disait le racisme ne passera pas par moi, etc. Donc on a tous cru pendant des années qu'un peu d'éducation, un peu de morale allait régler la question du racisme. Force est de constater que ça n'a pas marché, que c'est autre chose qu'on affronte, et que nous ne savons pas ce qu'on affronte. Mais effectivement, c'est là où on voit que ce n'est pas la morale et les cours de morale et de bon comportement qui règlent des problèmes qui ne sont pas de cette nature, qui sont des problèmes intellectuels et qui tiennent à notre vision du monde. Et le racisme, il a de beaux jours devant lui, quand les journalistes célèbrent le sprinter Christophe Lemaitre, premier blanc à avoir couru le 100 mètres en dessous de 10 secondes, jusque dans l'humanité. Donc, vous voyez, dans les endroits, a priori, pas suspects de racisme. Mais tant que vous êtes comme ça, eh bien, vous avez vous voyez, c'est ça que nous affrontons. Donc, mais c'est là où je dis qu'il faut rendre de la valeur aux arguments des autres, parce que sinon on ne peut pas discuter. Si vous considérez que les propos qu'on vous tient sont absurdes, il n'y a précisément pas de discussion possible. Donc vous ne pouvez que renvoyer les individus à leurs bêtises, etc. C'est d'ailleurs ce que les puissants nous font quand ils nous disent « Oui, mais vous parlez que de votre quotidien, vous avez les pieds englués dans la glèbe du quotidien, etc. Vous ne comprenez pas les vrais problèmes, les grands problèmes. » C'est ce qu'a déclaré notre président. Hein. Quand il a dit « Les Français parlent de leur quotidien, moi je parle de la France. » C'est exactement le même geste. C'est-à-dire qu'il nous dévalue. Donc, la philosophie qui va avec la démocratie, c'est une philosophie qui nous restitue collectivement et individuellement une égale capacité à penser le monde. Voilà. Ni un peu, ni beaucoup, qu'on soit bac plus 28 ou bac moins 18, c'est la porte d'entrée. Alors qu'après, on se dit, bon, ben, tant qu'à faire, autant que tout le monde soit bac plus 28, c'est autre chose. Mais il n'y a pas de solution intermédiaire. On dirait, fais d'abord les études, puis on verra plus tard si tu peux avoir. Mais donc, vous voyez que c'est une forme d'exigence. Mais ça implique des choses sur la vérité. C'est-à-dire que ça implique que nous acceptions que le temps du débat soit authentiquement un temps du débat. C'est-à-dire que nous donnions, par exemple, une égale importance aux opinions différentes
de façon à les examiner de la même façon, en veillant à éviter que telle opinion soit plus légitimée que d'autres. Donc vous voyez, donc si on était authentiquement une démocratie, ça suppose des institutions extraordinairement puissantes pour pouvoir éviter tous les biais qu'il y a de légitimation a priori des arguments qui sont tenus. Donc c'est une réflexion collective, j'ai bien sûr pas la solution là-dessus. Donc vous voyez que ce qui peut nous paraître troublant sur le plan de la philosophie de dire alors quoi, il n'y a pas de vérité? Ben oui, effectivement, en démocratie, il n'y a pas de vérité puisque tout peut être délibéré en assemblée. La seule vérité que nous avons en commun en démocratie, c'est la loi. Et nous savons que la loi, c'est juste le résultat et le produit d'une délibération et que ce que le produit d'une délibération a fait, eh ben, une autre délibération peut le défaire. Donc c'est une vérité, vous voyez, qui est presque de nature scientifique. C'est-à-dire c'est une vérité qui n'est pas un dogme puisqu'elle peut toujours être remise en cause. Et que tous les dogmes sont le contraire même de la démocratie. Donc nous pouvons très bien dire en ce moment, nous pensons que la déclaration des droits de l'homme et des citoyens est indépassable, etc. Mais nous devons envisager qu'on puisse de toute façon en discuter et ne pas avoir peur de la discussion. Parce que nous avons de nombreux arguments à faire valoir pour la défendre. Donc le débat ne la met pas en péril. Et au contraire, l'avoir de temps en temps attaquée nous aiderait sans doute beaucoup plus à la défendre que de la sanctuariser comme quelque chose, comme des tables de la loi qu'il n'y a pas besoin de discuter. Et je crois qu'il serait plus opportun démocratiquement de l'avoir en partage, c'est-à-dire d'en discuter de manière permanente et d'accepter que certains et certaines d'entre nous disent ben non, moi cet article je suis pas d'accord, je comprends pas comme ça, etc. Oui, mais ça suppose d'avoir un rapport à la vérité. C'est-à-dire il faut désintoxiquer l'éducation nationale de son rapport à la vérité qui est dogmatique, qui fait que tout est réduit dans un programme, il faut que les élèves apprennent le programme, il faut, etc., etc., etc. Ce qui fait que l'éducation nationale fait quelque chose de contradictoire. D'un côté, elle dit tout se discute, tu vas apprendre l'esprit critique, etc., mais elle passe son temps à inculquer aux élèves un comportement, je vais être poli, non critique. C'est-à-dire répète ce qu'a dit le prof, essaye de faire comme le prof, etc., ce qui est précisément l'inverse d'une démarche critique. Alors la démarche critique, c'est pas je suis pas d'accord avec le prof, etc., c'est comprendre pour quelles raisons éventuellement je suis d'accord ou pas d'accord et que les raisons qui m'amènent à ne pas être d'accord puissent ensuite être des arguments, c'est-à-dire puissent être opposables, voire même opposés, de façon à en discuter et d'être traités à égalité. Ça n'enlèvera jamais le fait que le prof il a lu plus, il a fait ci. Et le fait de lire plus ou d'avoir plus lu n'est pas un élément qui justifie une supériorité. Ça établit une différence. Et cette différence n'annule pas l'égalité que nous devons nous postuler entre nous quand nous pensons, puisque ce geste-là, c'est le geste initial et fondateur de toute démocratie digne de ce nom. Chaque citoyen, chaque citoyenne a égal, oui, en raison à tous les autres. Personne ne peut dire j'ai raison. Sinon, il n'y a plus de raison d'avoir un bulletin équivalent, etc. Vous voyez ? Donc, je ne vais pas continuer sur les sophistes, mais on pourrait comme ça faire la liste et regarder à quel point la philosophie des sophistes, eh bien, constitue sans doute un élément qui nous permet de penser ce que pourrait être une philosophie démocratique, à la fois donc ce que serait une démocratie, donc de fait, mais ce que pourrait être aussi une philosophie enseignée comme formation de l'esprit des futurs, ou même déjà des citoyens et des citoyennes. Donc vous voyez que, au fond, ce que nous trouvons à la fin, c'est que, à partir de ces sophistes, ce que nous voyons, c'est que, effectivement, la démocratie athénienne, elle a produit une philosophie qui va avec. Alors, savoir qui a commencé, au fond, peu importe. En tout cas, effectivement, pour tenir, cette démocratie a eu besoin d'une philosophie qui se décline dans tous les compartiments de la pensée. Et cela, on le voit si on prend Platon. Platon, il a attaqué la démocratie dans tous ses aspects, y compris dans la cosmologie, le rapport à l'univers, etc. Parce que tout se tient, c'est-à-dire que tout ce que nous pensons a une réplique et est lié à ce que nous pouvons penser de notre régime politique. Donc, ça, c'est ce que nous voyons. Alors maintenant, nous arrivons donc à la conclusion, à la transition pour la prochaine fois, qui est, bon, nous avons donc vu qu'il y avait un conflit entre philosophie et sciences sociales, que ce conflit, quand on essayait de le déployer, il semblait mettre en question, enfin poser le problème du social, et nous avons vu la dernière fois que s'il n'y a pas de conception d'ontologie du social, pour parler comme un philosophe, c'est-à-dire si nous ne considérons pas que le social est bien un niveau de réalité irréductible aux individus qui le composent, alors nous avons du mal à pouvoir envisager une démocratie. Donc la question qui est désormais devant nous, c'est celle de nous demander où puis-je trouver, dans les sciences sociales donc, puisque les sciences sociales sont cette sorte de philosophie qui considère que le social existe, où puis-je trouver dans les sciences sociales quelque chose qui relèverait d'une philosophie me permettant de penser authentiquement une démocratie. C'est donc la question, la dernière question qui nous reste à traiter,
que j'aborderai dans un mois avec Pierre Bourdieu. Avec la sociologie de Pierre Bourdieu, j'essaierai de vous montrer que la sociologie de Pierre Bourdieu peut être considérée comme justement une réponse à cette question, c'est-à-dire que nous pouvons trouver dans la sociologie de Pierre Bourdieu les éléments philosophiques d'une démocratie authentique, prenant le social au sein. Voilà, merci.